Voilà, donc bonsoir tout le monde. Bon, merci beaucoup à vous de nous avoir rejoints ce soir. C'est très chouette de pouvoir animer un Zoom. Alors, c'est sûr que d'habitude, je l'anime en présentiel, donc je peux interagir avec vous. Là, ce soir, ça sera un petit peu plus compliqué. Mais voilà, je me réjouis quand même de l'échange qu'on va pouvoir avoir. Donc, moi, je travaille à Bioforce, qui est une association qui forme au métier de l'humanitaire du côté de Lyon, à Vénissieux. Et donc, je m'appelle Brigitte Louison et je m'occupe au sein de ce centre de formation de ce qu'on appelle Parcours et Métiers, qui est un service en fait qui correspond à un service j'allais dire pour vulgariser, de gestion de carrière pour les humanitaires. Voilà, donc notre spécialité, c'est de pouvoir donner de l'information sur le secteur et puis d'accompagner chaque personne qui souhaite y trouver sa place, s'y inscrire le mieux possible par des conseils, par de l'accompagnement, par du coaching, par des cours qu'on peut être amené à donner. Voilà, donc c'est à ce titre-là qu'en partenariat avec la CSI, que Driss vous présentera, je pense, dans quelques instants, nous intervenons sur ces Zoom métiers pour pouvoir vous partager un peu aussi notre connaissance du secteur. Voilà, donc je me réjouis de vous apporter des informations sur ces métiers, sur le secteur, sur les acteurs de la solidarité internationale, et puis de pouvoir échanger avec vous après, là où les connexions nous le permettent. Voilà, à toi, Driss. Très bien. Donc, du coup, je reviens vers vous. Donc, pour présenter très, très rapidement la Cité de la Solidarité Internationale, qui est un acteur transfrontalier qui fournit de l'appui aux personnes et aux structures qui développent ou souhaitent développer des projets en matière de solidarité internationale, donc aussi bien l'action humanitaire d'urgence que l'aide au développement. Donc, ces Zoom métiers, Brigitte en a dit un mot, sont organisés conjointement par la CSI, Bioforce et la Cité des métiers du Grand Genève depuis, je crois, la création de la CSI. Alors, cette fois-ci, il s'agit d'un format nouveau, inédit, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, c'est un peu une expérimentation pour nous ce soir. Nous espérons que la séance sera appréciable pour vous. Et en tout cas, sachez que voilà, nous avons fait au mieux avec Brigitte pour que la présentation puisse être la plus agréable pour vous. Voilà, j'ai fini pour le tour d'horizon. Brigitte, je pense que tu peux commencer. Ok. Alors, on va commencer ce Zoom métier. Vous verrez, je vais aborder durant cette présentation donc des informations générales sur le secteur. On abordera des informations comme les grandes familles des acteurs de la solidarité internationale. On abordera les grandes questions des métiers. On abordera les grandes questions de comment ça se structure sur le terrain. On pourra parler aussi des statuts qui vous seront proposés si vous souhaitez vous engager en solidarité internationale. On parlera aussi des compétences demandées par le secteur. Donc, je vais aborder beaucoup de thématiques. J'ai essayé de les structurer dans mon déroulé. Maintenant, effectivement, vous aurez l'occasion de poser des questions si je manque de précision ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires en fin de présentation ou en cours de présentation. Driss m'alertera s'il y a une question, puisque moi, je ne vais pas suivre le chat. La discussion publique, ça serait trop compliqué pour moi. Donc, je vais commencer. Alors, les premières informations que je veux vous partager, c'est les constats sur la professionnalisation de ce secteur. C'est un secteur qui effectivement a vu le jour avec le mouvement des French Doctors il y a plusieurs années, avec des gens extrêmement engagés, extrêmement volontaires, parfois même très militants. Et c'est un secteur professionnel qui s'est professionnalisé au fur et à mesure de ses expériences aussi et des projets qui ont été montés et qui aujourd'hui est extrêmement professionnalisé et donc exigeant et donc à des attendus très spécifiques par rapport à la structuration des projets, par rapport aux métiers demandés, par rapport aux compétences recherchées. Et donc cette professionnalisation, elle est aussi due à des contextes très particuliers, où aujourd'hui, vous allez voir, il y a une multiplicité des acteurs de la solidarité internationale qui fait que les programmes doivent se construire
de façon, j'allais dire, cohérente, avec de la redevabilité, etc. Hein, il y a aussi une complexité des terrains d'intervention. Bon, bah voilà, j'imagine que si vous vous intéressez à ce secteur-là, vous êtes allé chercher des informations. Mais effectivement, entre une intervention sur la Syrie, où on est en contrôle à distance des projets, et une réponse, par exemple en Haïti, suite à un tremblement de terre, effectivement, les terrains vont exiger de la part des professionnels de l'humanitaire ou de la solidarité internationale des compétences, des modes opérationnels, des savoir-faire, des savoir-être très, très spécifiques. Et puis, on assiste aujourd'hui à une exigence ou à des exigences en termes de qualité et de transparence par rapport à nos activités. Alors, soit c'est de la qualité et de la transparence interne, soit on va devoir aussi rendre des comptes à nos financeurs, à nos bailleurs de fonds, comme on dit dans notre jargon, ou à nos populations cibles, ou les populations avec lesquelles on va mettre en œuvre nos programmes. Donc, tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, pour vous qui vous intéressez au métier de la solidarité internationale, il va falloir que vous vous attendiez à ce que les exigences en termes de recrutement et de métier soient extrêmement très pointues et extrêmement circonstanciées. Enfin voilà, on va en reparler plus tard. Mais en tout cas, ça impacte fortement le marché de l'emploi. Voilà, donc en parallèle de ce marché de l'emploi-là, effectivement, on assiste aussi à un fort développement du marché de la formation. Le développement du marché de la formation est allé de pair avec la professionnalisation de ce secteur-là. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a des centres de formation qui se créent, il y a des formations qui sont proposées autour de ce secteur-là. Bioforce en est typiquement l'exemple particulier, puisque nous avons été créés par M. Mérieux, qui, il y a 35 ans, avait besoin de logisticiens pour permettre aux campagnes de vaccination de se mettre en œuvre correctement dans différentes zones géographiques à travers le monde. Donc, il s'est rendu compte déjà que sur ses propres activités, il fallait des professionnels particuliers. Donc, voilà, des centres comme Bioforce qui se sont formés sur ces besoins de professionnalisation. Il y en a quelques autres de par le monde aujourd'hui. Voilà, donc on assiste à un fort marché de la formation. C'est parfois pas simple de vous y retrouver. J'aborderai peu le marché de la formation ce soir, mais effectivement, pour ceux et celles qui se posent la question de formation en lien avec le secteur, c'est une question que vous devez avoir en tête pour bien sélectionner les formations que vous allez suivre. Voilà, mais ça peut faire partie de questions après qu'on peut se poser. Et puis, vous allez voir que dans cet enjeu de professionnalisation du secteur, c'est aussi un secteur très particulier qui peut être amené à vous proposer des statuts d'engagement qui sont spécifiques. Donc ça aussi, il faut que vous l'intégriez dans votre démarche. Si votre démarche est une démarche d'intégration de ce secteur en termes de projet professionnel, on peut proposer des statuts. Alors, par exemple, pour les ONG françaises, le statut de référence, qui l'est de moins en moins, mais qui l'est quand même encore historiquement parlant, on va dire, c'est un statut de volontaire, par exemple. Donc, ça montre aussi que les salariés ou les professionnels qu'on va recruter dans ce secteur, on attend aussi d'eux un engagement sur d'autres niveaux professionnels, notamment les statuts que ces personnes-là vont accepter pour partir en mission. Alors, je vous rassure, aujourd'hui, les ONG vont salarier de plus en plus, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, ça reste quand même une composante du secteur qu'il vaut mieux avoir en tête avant de pouvoir envisager un engagement. Voilà, donc toutes ces questions, tous ces éléments, bon voilà, vont impacter en tout cas la capacité pour chacun et chacune de nous à intégrer ce secteur-là à différents niveaux, soit à un niveau de compétences et de métier, soit à un niveau peut-être quand on est plus junior de quelle formation choisir, et puis ou à un niveau de quel statut je suis en capacité d'accepter aujourd'hui, même si je veux faire de l'humanitaire, j'allais dire. Voilà. Donc on va essayer de vous donner, je vais essayer de vous donner quelques clés de compréhension de ce secteur-là. Voilà. Mais à mon sens, avant d'attaquer les différents points que je veux aborder avec vous, pardon, c'est très sensible le PowerPoint, donc il faut que vous puissiez vous poser un certain nombre de questions. Hein. Déjà, la première question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce qui vous anime? Quelles sont les valeurs? Quelles sont les attentes? Quels sont les moteurs aujourd'hui de votre désir d'engagement en humanitaire? Parce que ça va aussi sous-tendre peut-être un certain type d'engagement. Hein. Vous devez aussi vous poser la question de qu'est-ce que vous recherchez dans ce secteur-là.
Est-ce que c'est un engagement à temps partiel? Est-ce que c'est quelques années dans votre vie? Est-ce que c'est un vrai choix professionnel? Est-ce que si vous êtes plus senior, c'est un 360 degrés professionnel dans ce secteur-là? Voilà, donc en tout cas, ce que vous y recherchez, vous pouvez aussi y mettre des recherches en termes de valeurs, en termes d'attente, en termes de modes opérationnels, en termes peut-être de modes de travaux aussi particuliers. Donc, il faut que vous soyez au clair sur ce que vous recherchez dans ce secteur-là. Et puis, la troisième question, quelle place vous êtes prêt à donner à cet engagement-là? Est-ce que si demain, on vous donne une mission, on vous propose une mission dans un pays en guerre, c'est quelque part envisageable pour vous, hein? Donc, jusqu'où vous êtes prêt à aller? Quelles vont être vos limites dans l'engagement? Ça, c'est des éléments qui sont à apprécier pour chacun et chacune, parce qu'effectivement, ça va sous-tendre aussi le type d'engagement ou le type de mission que vous pourrez aller chercher après sur ce marché de l'emploi qui est déjà bien complexe. Voilà. Je me permets du coup un petit complément sur ce que tu viens de dire, Brigitte. Notamment ce que vient de dire Brigitte, quand on ne connaît pas ce secteur, on peut se dire ah mais peut-être si je refuse de partir sur des théâtres d'opérations militaires pour aller soigner des gens, on va me prendre pour un lâche et je risque d'être grillé professionnellement. Ça ne fonctionne absolument pas comme ça. C'est important de se poser cette question et c'est important pour les recruteurs en face que vous vous posiez ces questions puisque eux, leur priorité, c'est d'avoir des gens qui vont être, je vais dire, à l'aise avec l'environnement professionnel et contextuel dans lequel ils vont se retrouver. Si vous vous forcez pensant qu'il faut être dans une posture sacrificielle et aller à un endroit dans lequel vous n'avez absolument pas envie d'aller ou dans lequel vous avez peur d'aller, vous allez y amener avec vous vos craintes, vos hésitations, vos peurs, et vous serez beaucoup moins efficace et beaucoup moins épanoui dans votre travail. Et ça, c'est ni bon pour vous, ni bon pour le bon déroulement de la mission. Donc, il faut pas hésiter à faire sa propre introspection et à être bien au clair avec ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas et l'assumer tout simplement. Et ça, personne dans le secteur ne vous en fera jamais le reproche. Exactement, ouais. C'est même mieux vu de quelqu'un qui connaît ses limites et qui sait pourquoi il veut s'engager et jusqu'où il ou elle est prêt à aller que quelqu'un qui va tout accepter et qui, au bout de 3 mois, sera en burn-out total et dégoûté du secteur et blacklisté dans toutes les ONG parce que forcément, les premières missions n'auront pas été sympas. Donc, effectivement, toutes ces questions de fond, elles sont essentielles. Chacun de nous, on y trouve nos réponses et puis ces réponses-là vont évoluer dans le temps. Aussi, elles ne sont pas statiques. Ce n'est pas parce qu'à un moment, je suis sur ce projet-là que ce projet ne va pas être vivant. Il va vivre aussi avec moi et ce que je suis en train de devenir. Mais il faut qu'à un moment, il y ait toute cette prise de conscience-là qui se fasse. Voilà. Donc ça, c'est le préambule. Donc j'imagine que c'est déjà des questions que vous vous posez, mais c'est important de continuer à toujours vous les poser et à refaire. C'est un bon curseur dans l'engagement. Voilà. Donc, ce que je vous propose d'aborder maintenant, c'est les différentes familles d'acteurs humanitaires. Donc, à mon sens, il y en a 4 grandes. Voilà. La première, ça va être les structures non gouvernementales d'envoi de volontaires. Alors, je dis la première parce que, historiquement parlant, ce sont ces structures-là qui ont lancé la solidarité à l'international. Donc, en France, par exemple, ça va être des structures comme France Volontaire. Ça va être des structures comme la délégation catholique à la coopération. Ça va être des structures comme le service coopération-développement. Voilà, qui sont des services, des structures, qui ne vont pas mener leur propre programme sur place, mais qui vont intervenir. Alors oui, les structures non gouvernementales d'envoi de volontaires, ce sont des structures qui ne vont pas porter leur propre projet, c'est-à-dire qu'elles vont intervenir sur demande d'un partenaire dans un pays qui va leur dire, moi aujourd'hui, je veux mettre en place par exemple des programmes agricoles au Sénégal, j'aurai besoin d'ingénieurs agronomes ou j'ai envie de mettre en place un centre de formation pour des, je sais pas moi, de futures puéricultrices. J'aimerais que tu me recrutes quelqu'un qui connaît le métier de puéricultrice, qui va pouvoir former mes futures puéricultrices par exemple. Voilà, donc ce sont des structures qui vont proposer des missions
Alors, typiquement, sur des missions de développement, ce pas des structures qui vont intervenir sur des projets d'urgence, elles vont plutôt intervenir sur des projets au long cours, qu'on dit plutôt de développement, et des projets où on va apporter quelque chose aux structures qui vont nous accueillir. Donc, on va être beaucoup sur du renforcement des compétences. Ce sont des structures qui peuvent être une bonne porte d'entrée dans le secteur. Elles vont peut-être pas vous permettre de faire carrière en leur sein, parce que ce n'est pas leur objet. Finalement, leur objet, c'est de proposer aussi des expériences, proposer des expériences de vie, proposer des expériences interculturelles. Mais c'est des structures qui peuvent vous lancer dans le secteur aussi, si tant est que intervenir sur du renforcement des compétences, sur du renforcement de structures locales, dans des contextes de développement, ça puisse vous intéresser. Voilà, en termes de métier, on va en parler un peu plus tard, mais en termes de métier, finalement, ce sont des structures qui vont être sur tout type de métier, puisque dans la mesure où elles vont répondre à des besoins de partenaires sur place, tous les métiers peuvent être envisageables. Si j'ai un projet de mise en place d'un centre de formation à Madagascar pour des enfants de la rue sur de la boulangerie, je dis n'importe quoi, hein, mais on peut être amené à recruter un boulanger formateur qui va aller former ces jeunes-là à Madagascar avec le partenaire local. Donc, en termes de métier, je dirais qu'il n'y a pas spécialement de métier spécifique dans ces structures d'envoi de volontaires-là. Voilà. Après, c'est des structures qui fonctionnent typiquement sur des statuts de volontariat. Ce ne sont pas des structures qui vont vous salarier pour aller en mission. Le salariat va être proposé dans les sièges, mais pas du tout en mission. Donc, ce sont des structures qui vont vous proposer de ce qu'on appelle du volontariat de la solidarité internationale, et j'y reviendrai un peu plus tard. Voilà. Donc, voilà un peu pour ces structures non gouvernementales d'envoi de volontaires. La deuxième grande famille, c'est ce que j'ai appelé les structures non gouvernementales qui ont leur propre programme ou projet. Là, vous allez trouver dans cette famille toutes les ONG que vous connaissez, Médecins sans frontières, Action contre la faim, Solidarité internationale. Si on veut citer des anglo-saxonnes, on peut citer International Medical Corps, on peut citer Save the Children, on peut citer Oxfam. Donc là, ça va être une famille de structures qui vont porter leur propre projet à l'international. Donc, elles vont identifier des besoins. En fonction de leur spécificité, elles vont se poser la question de on intervient, on n'intervient pas. Donc, quand je parle de spécificité, bon ben voilà, Médecins sans frontières, sa spécificité, c'est la santé, c'est le médical, c'est possiblement la chirurgie, ça peut être la chirurgie de guerre. Donc, on va avoir des thématiques ou des composantes en termes de métiers qui vont émerger dans certaines structures. Action contre la faim, par exemple, sa thématique d'intervention, c'est la sécurité alimentaire. Voilà, Solidarité internationale va plutôt avoir une composante d'intervention liée à l'eau et à l'assainissement. Donc, chaque structure peut se créer ou peut identifier des domaines d'expertise dans lesquels ils vont intervenir. Et dans ces domaines-là, en fonction de ce qui va se passer dans le monde, ils vont se poser la question d'une intervention. Et à partir du moment où ils interviennent, ils vont débloquer du budget, ils vont débloquer des équipes, ils vont acheter du matériel, ils vont déployer tout ça sur le terrain et ils vont mettre en œuvre leur programme et leur projet sur place. Donc, ce sont des structures qui vont faire appel à deux types de métiers. Les métiers transposables, j'en parlerai tout à l'heure, donc qui sont des métiers qu'on peut exercer déjà ici en fonction des besoins, et des métiers spécifiques. Les métiers spécifiques étant les métiers qui vont aider les métiers transposables à se mettre en œuvre sur le terrain. Alors, un métier transposable, ça peut être, par exemple, alors on va reprendre des exemples un peu bateaux, hein, mais chez MSF, un chirurgien qui sait faire de la chirurgie très précise va pouvoir partir sur un programme de chirurgie, possiblement, imaginons, réparatrice dans des contextes de guerre pour MSF, en Afghanistan ou ailleurs. Ce chirurgien-là, il va avoir besoin de fonctions support pour pouvoir exercer sa chirurgie. Donc, MSF va devoir mettre en œuvre un bloc opératoire sur place en Afghanistan, va devoir gérer de l'hygiène, va devoir gérer de la sécurité, va devoir gérer son budget, va devoir gérer ses normes administratives, etc. Donc, ça va créer un besoin autour d'autres métiers qui vont pouvoir s'illustrer ou trouver leur place dans ces programmes-là.
C'est dans cette famille-là et dans les deux autres familles suivantes, les structures du mouvement Croix-Rouge et les organisations internationales, qu'aujourd'hui on parle de carrière, on parle de professionnalisation, on parle de suivi de parcours. Voilà, parce que c'est des structures qui ont aussi aujourd'hui tendance à vouloir valoriser les parcours, à vouloir aussi fidéliser les salariés et du coup vont pouvoir proposer des parcours professionnels en leur sein. Ce que les structures d'envoi de volontaires vont moins proposer, voire pas du tout parce que ce n'est pas du tout leur objectif. Donc voilà, c'est les structures non gouvernementales qui ont leur propre programme ou projet peuvent intervenir soit sur des programmes de développement, soit sur des programmes d'urgence. Ça, après, c'est la structure qui va faire son choix. Voilà, par exemple, je pense à Interaide, qui est une structure qui fait ses propres projets en partenariat avec des structures du Sud, mais qui sont typiquement sur du développement. Voilà. Donc, il y a peut-être une composante urgence peut-être forte dans certaines structures grand public qu'on connaît tous, mais ce n'est pas une donnée indispensable. Il peut y avoir des structures qui fonctionnent sur du développement, qui vont fonctionner dans cette famille-là, qu'on va retrouver dans cette famille-là, pardon. La troisième grande famille, c'est les structures du mouvement Croix-Rouge. Alors, je les mets à part, bien qu'elles fonctionnent exactement comme les structures non gouvernementales qui ont leur propre projet. Je les mets à part parce que déjà, le mouvement Croix-Rouge est très spécifique. Voilà, ce sont les fondamentaux de l'humanitaire, d'ailleurs, sont issus du mouvement Croix-Rouge, puisque le droit international humanitaire a été créé dans le mouvement Croix-Rouge et que c'est le fondement et le socle de toute action humanitaire aujourd'hui. Mais ils vont fonctionner différemment. Il y a plusieurs entités dans le mouvement Croix-Rouge. Vous avez la Fédération internationale de la Croix-Rouge, vous avez le Comité international de la Croix-Rouge qui est à Genève, et puis après, vous avez toutes les Croix-Rouges nationales ou Croissants-Rouges nationaux, voilà, qui vont intervenir sur le terrain. Donc, vous y retrouverez des métiers spécifiques et des métiers transposables, comme dans la famille des structures non gouvernementales, mais vous y trouverez des modes de fonctionnement qui leur sont propres, qui sont propres à ce mouvement-là, et puis des statuts aussi qui sont propres à ce mouvement. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis à part, mais après, en termes de métiers, vous allez y retrouver sensiblement les mêmes métiers. Et puis, la quatrième grande famille d'acteurs, c'est les organisations internationales. On va beaucoup parler de l'ONU, vous entendrez parler du Programme alimentaire mondial, de l'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui avec le Covid, du Haut Commissariat aux réfugiés. Voilà, donc c'est des structures qui vont aussi avoir leur programme sur place et qui vont recruter leurs salariés. Voilà, et ils sont à part parce qu'ils vont proposer des statuts ou ils vont proposer des projets qui sont sensiblement différents de ceux menés par les structures non gouvernementales ou les structures du mouvement Croix-Rouge. Et puis surtout, ils sont à part parce que tout ce qui est l'ONU, c'est des programmes, il y a un mandat international d'intervention, donc il y a des modes opérationnels qui sont très spécifiques à ce secteur. Et vous verrez, pour ceux et celles qui veulent l'atteindre, qu'en première mission, ça peut être compliqué d'entrer sur une structure onusienne. La majorité d'entre nous, souvent, on va se faire des expériences dans d'autres familles d'intervenants et puis on va atteindre les Nations Unies ou une structure des Nations Unies après. Voilà. Mais il est possible, et bien évidemment, de faire carrière dans ces structures-là, bien que le fonctionnariat international aujourd'hui dans les structures onusiennes soit de plus en plus rare. On va plutôt être sur des contrats, type contrat à durée déterminée ou des contrats de consultants. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les 4 grandes familles d'intervenants dans le secteur de la solidarité internationale. Alors, les différents types d'interventions maintenant. Donc, les différents types d'interventions. D'abord, je vous ai mis une petite définition de ce qu'on pourrait appeler une crise humanitaire. Donc, une crise humanitaire survient lorsqu'un événement affecte des populations vulnérables qui ne peuvent pas résister aux conséquences négatives par elles-mêmes et qui ont donc besoin d'intervenants externes ou extérieurs. Et c'est une situation dans laquelle la vie d'un grand nombre de personnes va être menacée. Voilà, c'est une définition un peu grand public, mais en tout cas, elle a le mérite d'être claire. Alors, dans cette réponse à crise humanitaire, aujourd'hui, il y a 4 types de crises auxquelles on peut être amené à répondre. Il y a déjà les crises naturelles que vous connaissez, donc tremblements de terre, crise climatique, inondations.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les crises naturelles? Qu'est-ce que j'ai oublié? Oh, les tsunamis, Et les tsunamis, etc. Donc voilà, effectivement, les interventions au Sri Lanka, merci Idriss, les interventions en Haïti, les séismes, oui, voilà. les séismes, etc. Donc, première famille de grandes crises humanitaires sur lesquelles on est amené à intervenir. La deuxième crise humanitaire sur laquelle on peut être amené à intervenir, ce sont les crises humanitaires dues à des conflits armés. Donc, tels que vous en entendez parler aujourd'hui, la Syrie, voilà, l'Afghanistan, etc. Donc, qui aussi va déterminer un certain type de réponse. Hein. Vous avez les crises chroniques. Alors, quand on parle de crise chronique, on est sur soit des crises chroniques liées à des conflits armés, soit des crises chroniques liées à des crises naturelles. Voilà, je pense par exemple à des crises chroniques de sécheresse qui vont provoquer de la malnutrition, ou des crises chroniques entre deux saisons rizicoles, par exemple, comme sur un territoire à Madagascar, où entre deux saisons rizicoles, les populations n'ont parfois pas grand-chose à manger. On sait que ça va être régulier, et donc on va appeler ça crise chronique. Et puis, vous avez le quatrième grand type de crise qu'on va appeler crise cumulative. Alors, très honnêtement, la majorité des crises humanitaires aujourd'hui vont être des crises cumulatives, puisque ça va peut-être partir d'un conflit armé à la base ou d'une crise naturelle, et puis vont s'y greffer sûrement des crises dues au climat, des crises dues à la sécheresse, etc. Donc, des crises cumulatives, on en aura de plus en plus. Voilà, donc, quoi vous dire d'autre sur les crises? Par exemple, une crise chronique, ça pourrait être voilà, une crise chronique à laquelle on ne pense jamais. Par exemple, en Corée du Nord, ça fait des années et des années que 40% de la population n'a pas accès à de l'eau potable, ni à une alimentation suffisante. D'où le fait que certaines ONG interviennent depuis des années en Corée du Nord. Bon, typiquement, ça, c'est ce qu'on va appeler une crise chronique. Ou alors, on va, je sais pas, une autre crise chronique, ça va être aussi le Kenya, avec des sécheresses et des fortes précipitations qui font qu'à un moment, voilà, il y a plus d'1 million de la population qui n'aura pas d'alimentation équilibrée. Hein. Voilà, et crise cumulative, j'essaie de regarder, de réfléchir si j'ai d'autres exemples. Pour moi, le Yémen est typiquement une crise cumulative. Il y a un conflit armé, donc des déplacements de population, en plus de plein de pays limitrophes. Du coup, il y a une insécurité alimentaire et il y a en plus par-dessus des épidémies, notamment de choléra, qui se greffent. Donc là, on est à fond dans la crise cumulative. Donc il y a plusieurs crises dans la crise à laquelle les humanitaires vont devoir faire face si on veut arriver en soutien et en secours à ces populations-là. Voilà un petit peu. Exactement. Avec, pour finir, pour compléter, avec des fois des choses qui se juxtaposent. On parlait tout à l'heure de la différence entre l'urgence d'un côté et le développement de l'autre. Et des fois, on est dans des situations où les urgences, on n'est pas dans un pays qui répond aux critères de l'urgence, dans le sens où c'est pas un pays où il y a eu une catastrophe naturelle et c'est ni un pays en guerre. Pourtant, l'état de décrépitude et les indicateurs sont tellement tous dans le rouge qu'en fait, le pays, au niveau des indicateurs, il est dans le même état qu'un pays qui est en plein milieu d'un conflit armé, mais il n'y a pas de guerre. Et ça crée des situations qui sont extrêmement complexes, puisque la société internationale s'est dotée de différents outils et de différentes définitions pour qu'en fonction d'une crise, ce sont tels et tels outils de réponse qui sont mobilisés. Et malheureusement, il y a quelques pays pour lesquels c'est le cas, où en fait, vu qu'ils ne rentrent pas dans le cadre de l'urgence, c'est du développement, donc c'est certains outils internationaux qui peuvent être mobilisés, sauf que ces outils ne sont pas adéquats pour répondre à l'importance et la gravité des différentes crises que traversent ces pays. Ouais. Vous verrez qu'effectivement, c'est des questions que les structures et les grandes organisations internationales se posent régulièrement. Comment intervenir? Pourquoi intervenir? Est-ce que là, on est vraiment outillé? Et effectivement, il y a de plus en plus de cas de figure qui sortent du cadre connu
de nos interventions aujourd'hui et qui, à mon avis, vont sortir de plus en plus du cadre, puisque le Covid en est un exemple aussi concret, quoi. Vous avez aussi la RCA, hein, ça fait quand même des années et des années que les ONG sont présentes sur ces territoires-là, parce que forcément, s'il n'y a pas un conflit armé, il va y avoir un enjeu sanitaire. S'il n'y a pas un enjeu sanitaire, il y a un enjeu de sécurité alimentaire. S'il n'y a pas l'enjeu de sécurité alimentaire, il va y avoir un enjeu de santé avec Ebola et compagnie. Donc, il y a forcément, parfois, il y a des zones où on intervient depuis des années sans pouvoir effectivement se dire un jour, on va peut-être quitter la zone. Non, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et puis, vous avez des zones aussi, je pense à certains camps de réfugiés qui existent depuis 20, 30, 40 années et qui sont malheureusement amenés à continuer à vivre aussi comme ça parce qu'il n'y a pas de solution diplomatique internationale qui va être proposée. Et donc, il y a des personnes qui sont aussi dans des situations de crise constante et de crise cumulative importante. Voilà, donc chaque crise est unique et représente un défi avec de nombreux enjeux pour les ONG humanitaires, c'est ce que disait Driss. De nombreux facteurs comme le climat, l'accessibilité, l'insécurité, la pauvreté et j'en passe qui vont compliquer les situations d'urgence. Et donc, à chaque fois qu'une structure va se poser la question d'une intervention, tous ces facteurs-là vont devoir être pris en considération, ce qui est loin d'être une mince affaire. Voilà. Ce qui contribue aussi à la professionnalisation plus du secteur. Voilà. Alors, les différents types d'interventions. Pareil, alors je dois être abonnée au chiffre 4, mais à chaque fois, j'en propose 4. Il y a les grandes interventions d'urgence ou de développement qui sont des réponses aux crises et catastrophes. Ça, c'est celles dont vous entendez parler beaucoup dans les médias. L'Afghanistan, la Syrie, la RDC, comme disait Driss, la RCA, avec des grandes interventions, souvent multi-ONG, multi-partenaires, multi-bailleurs, où on va répondre à une situation à un moment donné. Certaines ONG peuvent faire le choix d'aller sur du plaidoyer. Alors, le plaidoyer, c'est une action de sensibilisation des gouvernements et du grand public sur des thématiques particulières. Le plaidoyer fait qu'en général, on n'intervient pas sur place, ou alors si on intervient, c'est pour aller récolter de l'information et pouvoir après traiter cette information-là pour mener des grandes campagnes de sensibilisation. Le plaidoyer, voilà, vous avez Oxfam qui en fait beaucoup, vous avez MSF aussi qui en fait. Amnesty International, c'est leur cœur d'activité. C'est leur cœur de métier, effectivement. Voilà, donc il y a des structures qui se sont spécialisées sur ce mode d'intervention-là, qui ne vont pas faire de grands programmes, eux, mais qui vont être sur de la sensibilisation. Vous avez un autre type d'intervention, c'est ce qu'on va appeler les programmes de reconstruction globale. Alors aujourd'hui, ils sont plus sur Haïti, l'Irak, où là, c'est des programmes, j'allais dire, multi-acteurs, multi-bailleurs, multi-thématiques, où on est entre de l'urgence encore parfois et de la post-urgence. Parfois, comme tu le disais, Driss, la frontière entre développement, urgence, post-urgence, elle n'est pas si claire que ça. Typiquement, dans ces pays, elle ne l'est pas. Surtout si on va sur des crises cumulatives, où, suite à un tremblement de terre en Haïti, il y a eu des logements à rebâtir, il y a eu de l'eau à retraiter, situation sur laquelle s'est greffé des enjeux de choléra et autres, sur possiblement laquelle s'est greffé de l'insécurité sociale, une incapacité aussi peut-être à mettre en place des programmes sociaux, de protection, etc. Donc, l'un dans l'autre, on va assister à la mise en place de programmes qu'on va appeler de reconstruction, qui vont être sur de multiples thématiques en même temps. Voilà. Sachant que les grandes interventions d'urgence ou de développement, en général, on va intervenir sur notre domaine de compétences, j'allais dire, spécifique quand on est une ONG. Je suis MSF, hop, il y a une urgence en RDC sur une urgence Ebola, bon, ben moi, je garde ma lorgnette médicale et j'interviens sur ma thématique médicale. Il y aura d'autres ONG qui interviendront sur les autres thématiques qui pourraient être l'eau et la sanitation, qui pourraient être la sécurité alimentaire, qui pourraient être le social, etc. Les programmes de reconstruction, c'est moins clair.
Et puis, vous avez tout ce qui est appui à programmes locaux ou partenariats. Donc, il y a des structures qui font le choix de ne pas intervenir directement, ou alors d'intervenir directement, mais en soutien à des structures locales qui elles-mêmes vont être actrices de ces programmes-là. Voilà, donc ça, c'est un autre mode opérationnel aussi que vous pourrez voir dans les grandes familles d'acteurs que j'ai citées il y a quelques minutes. Voilà, mais vous aurez largement le temps voilà, si votre projet, c'est de vous inscrire un jour dans ce secteur-là, d'aller chercher de l'information et d'affiner cette approche-là. Donc, on va attaquer le cœur de cet atelier qui sont les métiers de la solidarité internationale. Donc, des métiers, je les ai déjà plus ou moins un peu cités, mais vous avez ce que j'appelle moi des métiers transposables, donc des métiers qui peuvent s'exercer dans d'autres contextes et qui vont trouver à s'illustrer dans le contexte de la solidarité internationale parce qu'ils vont faire appel à des compétences bien spécifiques. Vous avez les métiers spécifiques qui ont été créés pour les besoins de l'humanitaire et qui, à ce titre-là, sont des métiers particuliers. Vous avez les métiers du siège. Alors, en général, les métiers du siège sont des métiers qui vont être transposables. Ça va être un mixte entre les métiers transposables et les métiers spécifiques. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Donc, dans les métiers transposables, je vais vous mettre, voilà, c'est pas du tout exhaustif, hein, tout ce que je mentionne, mais le métier transposable, donc c'est tout métier qui peut s'exercer ici ou ailleurs et qui vont répondre à des besoins sur des programmes humanitaires. Donc, ça peut être les métiers du médical, ça peut être des métiers du social, des métiers de la construction, des métiers de l'agriculture, des métiers du droit. On peut avoir des métiers très spécifiques qui peuvent être l'informatique. On peut avoir besoin de sociologues, on peut avoir besoin de spécialistes de la protection parce qu'aujourd'hui, la sécurité et la protection sur les programmes humanitaires, c'est extrêmement important. Donc voilà, c'est tous ces métiers-là qui vont permettre à un moment à la personne qui a développé ses compétences autour de ces métiers-là de pouvoir s'inclure ou trouver sa place dans le secteur de l'humanitaire. Vous avez après ce que j'appelle moi les métiers spécifiques, donc vraiment les métiers qui ont été créés pour répondre aux besoins du secteur. Alors les premiers métiers, ils sont cités en début de slide, mais ça a été la logistique. La logistique en humanitaire, elle va bien au-delà de la logistique qu'on peut trouver par exemple en Europe. Chez nous, la logistique, c'est de la logistique transport et essentiellement transport. En humanitaire, la logistique, c'est une logistique certes de transport, mais c'est aussi une logistique matérielle et technique. C'est une logistique qui va gérer la sécurité. C'est une logistique qui va gérer la supply. Donc, c'est une logistique extrêmement vaste et large qui va permettre à chaque programme de se mettre en œuvre sur tous les aspects, l'aspect technique, l'aspect matériel, l'aspect lieu, l'aspect gestion des stocks, l'aspect gestion des distributions, etc. Donc, le logisticien, c'est vraiment un métier spécifique de notre secteur. Alors, bien évidemment, quelqu'un qui est un spécialiste de la supply chain ici en France, par exemple, ou du transport à l'international, pourra trouver des postes de logisticien en humanitaire. Voilà. Et si c'est trop réducteur pour l'ONG, l'ONG va lui permettre d'avoir des expériences qui vont lui permettre de développer d'autres compétences possiblement ou lui proposer des postes qui vont être spécifiques dans son cœur de métier parce qu'aujourd'hui, en logistique, quand on a des très, très gros programmes, on peut avoir des logs spécialistes achats, par exemple, et des logs plutôt techniciens. Donc ça, c'est en fonction des ONG, ça va être des choix, mais en tout cas, la logistique est quand même un métier spécifique de notre secteur professionnel. Vous avez le responsable RH et le responsable financier. Alors, à la base, c'est exactement les mêmes compétences que le responsable RH en France ou le responsable financier en France, d'accord? Mais dans notre secteur, souvent, on va retrouver les deux composantes de ces postes-là sous un seul et même métier qu'on va appeler l'administrateur. Et l'administrateur, il va avoir deux grands cœurs de métier, la RH et la finance. Donc, c'est quand même particulier. Et puis, les métiers de la coordination. Alors, les métiers de la coordination, c'est pareil. À la base, c'est exactement les mêmes compétences qu'on va rechercher que des compétences de coordination ici sur des postes de coordinateurs qu'on peut trouver en France ou en Europe. Mais ils vont avoir une composante particulière parce qu'ils vont s'illustrer dans des contextes spécifiques. Donc, un coordinateur, en général, soit il va nous apporter un métier spécifique qu'on va spécialement utiliser dans
dans notre secteur, soit il va nous apporter des compétences extrêmement fortes de coordination et de management qui vont pouvoir aussi s'illustrer dans notre secteur. Mais on parle encore de métiers un peu spécifiques. Voilà. Et on voit l'apparition, puisque c'est un secteur qui évolue constamment, on voit l'apparition de nouveaux métiers. Alors, je vous en ai cité certains, mais il y en a plein d'autres. Par exemple, responsable de consortium. Alors, vous allez me dire, c'est quoi un consortium? Un consortium, c'est un regroupement d'ONG qui vont recevoir les finances d'un seul et même bailleur et qui vont se redispatcher l'enveloppe financière proposée par ce bailleur-là entre structures. Donc, c'est une entité qui a été créée il y a 10-15 ans, c'est très très récent finalement dans notre secteur, une nouvelle entité professionnelle qui est, qui est un consortium, donc avec une tête de consortium, une gestion de consortium, etc. Et donc qui font appel aussi à des métiers très spécifiques, notamment des métiers qui sont beaucoup en lien avec la capacité à travailler en partenariat, à mettre en œuvre des partenariats, à identifier des partenaires, à renforcer les compétences des partenaires. Donc, ça va faire appel aussi à des métiers très spécifiques. Vous avez, par exemple, des postes aussi qui vont être proposés pour gérer des clusters. Alors, pareil, vous allez me dire, mais c'est quoi un cluster? Un cluster, c'est pareil qu'un consortium. C'est une entité qui va se mettre en œuvre sur une zone géographique donnée, mais pas pour la gestion des finances, pour la gestion des moyens logistiques et matériels d'intervention sur la zone. Donc, vous allez avoir des clusters logistiques. Vous allez avoir des clusters WASH, donc Water and Sanitation and Hygiene. Vous allez avoir des clusters sécurité. Vous allez avoir des clusters protection de l'enfance ou protection tout court d'ailleurs. Donc, ces clusters-là, ils vont être chapeautés toujours par une agence onusienne. Ça fait partie des protocoles de mise en œuvre de clusters. Un cluster est toujours géré par une agence onusienne. Mais après, chaque ONG qui veut participer au cluster va être partie prenante et on va avoir des postes un peu spécifiques qui vont être recrutés sur ces clusters-là. Voilà. Vous avez aussi des postes de chargé de suivi qualité. Alors, suivi qualité, vous pouvez en trouver aujourd'hui ici dans une entreprise en France ou ailleurs. Finalement, ça sera les mêmes compétences qui vont s'illustrer dans notre secteur humanitaire là. Donc, voilà un petit peu pour les métiers spécifiques. Voilà, on va avoir des chargés de reporting, on va avoir des chargés de plaidoyer aussi, puisque ça fait appel à des composantes particulières de nos programmes. Voilà. Et puis, après, il y a les métiers du siège. Donc, les métiers du siège, j'y reviendrai dans la slide d'après, mais les métiers du siège, vous allez avoir dans un siège les mêmes composantes que dans un siège d'entreprise classique. Ce n'est pas parce qu'une ONG est une association loi 1901 en France, par exemple, que son siège sera différent. Non, ça sera exactement les mêmes composantes et les mêmes services que vous allez trouver. Donc, les métiers du siège, c'est les métiers de la coordination, c'est les métiers de la finance, c'est les métiers de la communication. Voilà, toi, tu en es un digne représentant, Brice. C'est les métiers de la comptabilité, les métiers des services généraux, ça peut être des métiers de la logistique, mais vous allez retrouver les mêmes composantes. Voilà. Super. Les différents postes. Alors, effectivement, on va dissocier les postes en siège des postes sur les missions terrain. Donc, on va parler du siège là tout de suite. Donc, comme je vous disais, un siège va fonctionner comme un siège classique de structure. Dans ces sièges-là, vous aurez un service financier et comptable, vous aurez un service ressources humaines, vous aurez un service com, vous aurez un service logistique et vous aurez un service un peu particulier, ce que j'appelle moi le service mission sur ma slide, qui est en fait, dans les entreprises aujourd'hui, vous pouvez trouver des directeurs des opérations ou des services opérationnels. C'est typiquement ce type de poste-là que vous allez retrouver aussi dans les ONG. Donc, vous verrez sur les sites d'emploi que vous devez… Tu me feras penser à parler des sites d'emploi, Driss, aussi, parce que je crois que je n'ai pas de slide autour de ça. Vous verrez sur les sites d'emploi que parfois on parle de desk, il y a des postes desk Afrique, desk Asie. Desk, c'est le supra-méga coordo de projet qui va gérer tous les projets menés par l'ONG dans une zone géographique donnée ou sur une thématique donnée. On peut avoir des desks médicaux, on peut avoir des desks protection quand la composante
de certains programmes le spécifient. Voilà. Quoi vous dire d'autre sur les sièges? Moi, je vous dirais déjà que sur certains postes, c'est très compliqué d'aborder un siège quand on veut entrer dans le secteur de la solidarité internationale. Voilà. Hormis certains postes qui peuvent être accessibles en entrée, qui vont pas demander une connaissance du terrain particulière, la majorité des postes et la communication comprise, parce que Driss, l'autre jour, vous me l'aviez dit, peuvent faire appel déjà à une certaine expérience de terrain, une certaine expérience d'expatriation, une connaissance du secteur aussi de la solidarité internationale. Donc, c'est extrêmement compliqué quand on a un projet professionnel d'intégrer le monde humanitaire, de se dire, bon, ben moi, je veux entrer dans un poste sur un siège directement. Ça peut être extrêmement difficile parce que souvent, les gens qui y travaillent sont des gens qui ont commencé par le terrain. Voilà, donc à voir en fonction de votre projet professionnel et puis à voir en fonction de votre métier aussi. Il y a certains métiers peut-être qui favoriseront plus une insertion du secteur de l'humanitaire via un siège, mais la majorité des métiers, je peux vous assurer que vous allez devoir quelque part aller sur le terrain et donc vous expatrier. Allez vous faire au moins une petite expérience de terrain. C'est même un peu une forme de tradition professionnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un du secteur, que ce soit en dev ou en urgence, qui n'a pas fait de terrain, qui n'a même pas fait une petite mission de volontariat ne serait-ce que de quelques mois, ça fait partie un peu c'est un peu le baptême du feu, quoi, voilà. Exactement, oui. L'identité c'est ça qu'on veut donner à son parcours. Ouais. C'est ça. Puis c'est aussi, alors ça c'est vraiment des pratiques des professionnels de ce secteur-là. C'est qu'un peu quand on connaît pas les gens, qu'on se rend compte, on papote au bout de 5 minutes, c'est alors, t'as été où, t'as fait quoi? Voilà, et là, c'est un peu c'est comme ça que les gens s'identifient. Alors, j'ai été en Irak, j'ai été au Burkina Faso, j'ai fait telle crise. Voilà, c'est un peu une manière en quelques secondes d'identifier quel est notre interlocuteur. Voilà. Son pédigré. Son pédigré, voilà, exactement. C'est une façon de faire valoir son pédigré professionnel. Donc voilà, effectivement, les postes en siège, en insertion du secteur, ça peut être compliqué. Maintenant, on pourra en reparler en fonction de vos projets à chacun et chacune. Donc après, le siège va gérer des zones d'intervention dans les différents pays. Donc après, les missions vont se décliner en ce qu'on appelle capitale et base, que vous voyez sur mon slide. La capitale, en général, c'est vraiment la capitale géographique du pays dans lequel on intervient. Donc, si j'interviens au Sénégal, ma capitale, c'est Dakar. Je ne me pose pas de questions. Si par contre, j'ai des projets en Syrie, sur le territoire sur lequel je ne peux pas intervenir aujourd'hui directement parce que je suis un expatrié et que j'ai des équipes de Syriens sur place que je manage en direct, ma capitale risque d'être Erbil au Kurdistan irakien, par exemple, ou une autre ville dans un pays limitrophe. Mais de façon globale, une capitale reste la capitale officielle du pays. Donc, en capitale, qui on va avoir? On va avoir ce qu'on appelle un chef de mission ou un directeur pays, qui est le représentant officiel de l'ONG sur place et qui est l'autorité de tout ce qui va se faire en termes de projet dans ce pays-là. Donc, il va faire de la représentation. C'est aussi un pro de la coordination de projet, parce qu'à un moment, il faut qu'il valide les projets qui vont être proposés sur le territoire, voir c'est lui qui va les initier ou elle. C'est un pro de tout ce qui est partenariat, savoir aussi être en représentation officielle, travailler avec des ministères, etc. Puisqu'aujourd'hui, c'est une composante du poste importante. Et puis, c'est quelqu'un qui sait aussi gérer ses équipes et qui sait gérer ses budgets. Donc, en général, chef de mission, c'est des postes aussi qu'on atteint après quelques années d'expérience de terrain. Voilà. Alors, en capitale, qui va se trouver en capitale? Il va y avoir un coordinateur administratif, il va y avoir un coordinateur RH, il va y avoir un coordinateur log, logisticien, il va y avoir un référent sécurité, des coordinateurs techniques, moi je vous les ai mis au singulier, mais il y en a plusieurs, je vais vous les spécifier, et un coordinateur, ce qu'on appelle MIL,
Donc, tout ce qui est suivi et évaluation de programme, parce qu'aujourd'hui, c'est une grosse composante. Le chef de mission, il peut avoir un coordinateur adjoint et en général, il y a un ou une chargée de reporting qui va être aussi dans son équipe. Alors, les coordinateurs sont forcément des gens, alors là, c'est même pas possible autrement, c'est forcément des gens qui ont une expérience de terrain, donc qui ont commencé sur le niveau en dessous de ma slide, qui ont commencé sur les bases. Un coordinateur RH, un coordinateur logisticien, il ou elle a forcément une expérience humanitaire sur une base, voilà, ou de terrain. Référent sécurité aussi. Donc, c'est des gens qui ont déjà de l'expérience et qui vont gérer, le coordinateur logisticien, il va gérer tous les logisticiens présents sur toutes les bases sur lesquelles l'ONG intervient. Et les bases, ça va être des bases aussi géographiques ou circonscrites à certains projets. Si je suis à Dakar, voilà, ça peut être dans une autre ville au Sénégal. Ça peut être une base à Dakar même, ça c'est pas gênant. Mais c'est les zones d'implantation des projets et des programmes. Donc les coordinateurs vont gérer tous les professionnels de leur métier. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur les postes en capital. Donc pareil, un poste en capital, très honnêtement, en première mission, ça va être compliqué. Et puis donc après, il y a les bases. Donc les unités les plus petites d'intervention sur des projets humanitaires. Donc qui y a sur les bases? Il va y avoir un coordinateur de terrain ou un responsable base ou un field coordinateur. J'ai essayé de vous retirer, de vous donner de tirer des offres d'emploi des intitulés de postes différents, mais ça revient exactement au même. Le responsable base ou le responsable terrain est responsable de ce qui va se passer sur sa base ou sur son terrain en termes de projet ou de programme. Donc, il ne sera sûrement pas en autorité hiérarchique sur le logisticien ou les responsables projet, mais il va avoir l'autorité sur sa base en termes de gestion de la sécurité, en termes de gestion des programmes, etc. Donc là, pareil, c'est quand même un poste qui va être proposé à quelqu'un qui a déjà fait une mission humanitaire. Voilà. Et sur les bases, il va y avoir un administrateur, un RH, un logisticien et des responsables projets. Ça me fait penser que je vous avais dit qu'effectivement, je vous parlerai des coordinateurs techniques que je mentionne sur ma capitale, qui vont gérer les responsables de projet qui sont sur les responsables bases. Ces coordinateurs techniques-là, c'est typiquement les métiers spécifiques à nos programmes. C'est-à-dire que si je suis chez Action contre la faim et que je mets en place des projets de sécurité alimentaire, j'aurai plusieurs coordinateurs techniques que je vais recruter. Je vais déjà recruter un coordinateur technique, possiblement agronome. Peut-être parce que j'ai des projets de culture qui vont être en lien avec la sécurité alimentaire. Je vais recruter un coordinateur peut-être WASH, donc tout ce qui est traitement de l'eau. Parce que si je fais de la sécurité alimentaire, mais que je ne m'intéresse pas à comment potabiliser de l'eau, comment mettre en place un bon projet d'adduction d'eau pour que les personnes et les populations ne s'intoxiquent pas en buvant l'eau du puits, ça ne va pas fonctionner. Je vais recruter sûrement un coordinateur santé publique. Parce que forcément, la sécurité alimentaire, ça fait appel aussi à des composantes de santé publique. Je peux être amené à recruter un coordinateur médical. Je peux être amené à recruter un coordinateur spécialiste des sensibilisations collectives et communautaires, parce que la sécurité alimentaire, si je ne vais pas faire de la sensibilisation des populations à un moment, ça ne sert à rien. Donc, mes coordinateurs techniques sont vraiment ceux qui vont porter les métiers dans lesquels les programmes et les projets vont se mettre en œuvre. C'est des composantes très importantes des projets. Et donc, les responsables projets, vous allez retrouver les mêmes métiers. Ça peut être un technicien en eau, hygiène et assainissement, ça peut être un responsable projet nutrition, ça peut être un responsable projet protection si je suis sur un projet de protection, etc. Voilà pour vous spécifier un peu les postes de responsable de projet. C'est bon, c'est clair, il n'y a pas de questions particulières. Tout le monde suit ou alors je vous ai tous perdus. Soit je suis particulièrement claire ce soir, soit je vous ai tous perdus. Non, mais écoute, il y a pas de questions pour le moment. Et moi, je vois que le nombre de participants ne diminue pas. Donc, ne t'en fais pas. Je pense au contraire, les gens t'écoutent avec attention. Du coup, je propose qu'on aborde les statuts maintenant.
Donc, ouais, effectivement, le volontariat, il va être traité différemment d'une structure à l'autre, même si c'est un statut, effectivement, parce que c'est un statut de droit privé, justement. Alors, entre les structures d'envoi de volontaires type France Volontaire, la délégation catholique à la coopération, le service coopération-développement qui, effectivement, va vous proposer une indemnité de volontariat de 150 €, et Médecins sans frontières France qui, par exemple, utilise encore ce statut comme un statut d'entrée dans sa structure. Pour eux, c'est extrêmement important, par exemple, chez MSF France, de dire, OK, tu veux faire de l'humanitaire, tu acceptes un statut de volontariat et ça ne se négocie même pas en termes de poste d'intégration. Par contre, le volontariat chez MSF, aujourd'hui, effectivement, vous avez 1 000 € tous les mois qui vont vous être versés en indemnité de volontariat. Donc, rien à voir avec les 150 € que vous pouvez avoir dans une structure d'envoi de volontaire. Donc, ça, il va falloir que vous alliez chercher de l'information. Le statut de volontariat, alors moi je parle du volontariat de la solidarité internationale parce que vous verrez que des statuts de volontariat, vous en avez pléthore. En France, on est les champions du statut de volontariat. Par exemple, si vous êtes jeune professionnel, vous pouvez choisir de partir en Europe ou dans le pourtour méditerranéen, si vous avez moins de 28 ans ou moins de 30 ans, je crois maintenant, avec un statut de volontaire européen. Vous pouvez avoir du statut international en administration si vous partez à l'étranger, dans un consulat ou dans une ambassade. Vous pouvez avoir du volontariat international en entreprise si vous voulez travailler avec une entreprise française qui a délocalisé dans un pays du Sud. Donc, des statuts de volontariat, vous en avez plein, plein, plein. Alors là, allez sur le site de France Volontaire. Je pense que c'est le mieux parce que c'est là où vous aurez le plus d'informations. Mais le volontariat de la solidarité internationale, ça reste le statut de l'humanitaire, entre guillemets. Donc, sous ce statut-là, Driss l'a très bien dit, on prend en charge vos billets d'avion, il y a l'assurance rapatriement, accident du travail, enfin, c'est des très, très grosses assurances. Hein. Vous allez vous faire soigner, vous êtes remboursé à 100% de frais réels, par exemple. Ah oui. Que ce soit la dentition, les lunettes, enfin, moi, j'ai eu plein d'exemples dans mes missions où il m'est arrivé plein de trucs, mais c'est des très, très bien remboursés. Sur place, en général, vous êtes logé, nourri, à minima. Parfois, on vous demande une petite compensation pour la nourriture, mais voilà. Quand il y a cette indemnité qui va vous être versée, ça reste un statut précaire parce qu'il n'y a pas de cotisation au Pôle emploi. Et donc, c'est sûr que soit vous avez des droits ouverts aujourd'hui, vous acceptez de partir comme volontaire, et effectivement, comme le disait Driss tout à l'heure, il y a un gel, vous prévenez votre Pôle emploi, hein, parce que sinon, ils ne vont pas geler d'eux-mêmes, hein, mais vous pouvez geler et récupérer tous vos droits en retour de mission, même si vous revenez 24 mois plus tard. Il y a un vrai gel de vos droits. Soit effectivement, vous n'avez pas de droit ouvert et auquel cas, vous réfléchirez à 2 fois avant de partir parce qu'il n'y a pas de cotisation. Sous ce statut-là, on ne cotisera pas pour vous à Pôle emploi. Donc, ça peut vous précariser un peu au retour. Ceci étant, si vous faites 2 ans de mission consécutive, vous avez une prime de retour à l'emploi qui vous sera versée par le ministère des Affaires étrangères, qui est aujourd'hui de 3 700 ou 3 800 €. Voilà, donc ça, c'est le statut de volontariat. Maintenant, ça, c'est le statut de volontariat traité dans les structures d'envoi de volontaires. Si c'est un statut de volontariat traité chez MSF, vous avez exactement le même package, sauf que MSF, sur place, va vous verser ce qu'on appelle un per diem. Donc, une indemnité en plus qui va vous permettre de faire face à vos frais de vie sur place, de façon à ce que vous ne touchez pas, vous n'ayez pas à toucher à votre indemnité de 1 000 € par mois. Alors, on va attaquer du coup les compétences demandées par les organisations humanitaires. Donc là, je vous ai mis un peu de texte, mais voilà, je me disais que peut-être si la connexion était mauvaise, ça vous permettrait de lire. Mais les ONG ont besoin de personnes directement opérationnelles sur le terrain, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La plupart d'entre elles n'ont pas les moyens de vous former. Hein, je ne sais pas si vous avez les ONG qui ont les moyens de vous former, elles ont des fonds propres. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée de quelles sont les ONG françaises qui ont des fonds propres, mais il n'y en a pas énormément. Vous avez Médecins sans frontières France grâce aux grands donateurs américains, parce qu'il y a un système de redistribution des donations et des fonds qui vont être là, mais il y a aussi la levée de fonds au niveau français. Hein, MSF fait aussi de la levée de fonds au niveau du grand public. Il va y avoir Action contre la faim aujourd'hui et il va y avoir Handicap international. Ce sont les 3 grandes structures françaises qui ont des fonds propres. Les autres ne fonctionneront que sur bailleurs de fonds et sur subventions. Donc, forcément, quand on a des bailleurs de fonds, très peu sont les bailleurs de fonds qui vont financer des formations. Donc ça, c'est des vrais choix de structure. Donc, quand on recrute,
la personne, il faut qu'elle nous apporte les compétences dont on a besoin, la capacité à être déployée sur le terrain très rapidement. Et donc, on va avoir moins de moyens à affecter à sa formation, en tout cas formation initiale. Après, je peux vous assurer que chaque ONG aujourd'hui a des programmes de formation interne en e-learning, beaucoup, hein, mais qui sont très, très forts. Voilà. Donc on va demander voilà, des compétences particulières. Et donc, le futur salarié devra démontrer qu'il maîtrise son métier et les savoir-faire techniques liés à ce métier-là. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, et j'en ai alerté peut-être certains, mais effectivement, on recrute très peu de jeunes diplômés ou de nouveaux diplômés. On va vous demander quand même 2 ans, 2-3 ans d'expérience professionnelle au préalable. Et je le répète, pas spécialement de l'expérience professionnelle humanitaire, hein, de l'expérience professionnelle dans votre métier. Voilà, voilà. Donc, je continue. Et du coup, ça rebloque. Ah, voilà. Donc, quelles sont les compétences demandées par les ONG ? Alors, déjà, donc un métier et des compétences cœur de métier. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. Je veux partir sur des projets de gestion de l'eau. Il faut qu'à minima, j'ai exercé sur un métier de gestion de l'eau, de potabilisation, de gestion d'une station d'épuration, ou j'ai fait des travaux de recherche en lien avec l'eau, etc. Donc, il faut, et qui dit métier et des compétences, dit expérience. D'où les 1 an, 2 ans, 3 ans d'expérience professionnelle que vous devez avoir. On va vous demander des compétences transversales. Alors moi, ce que j'appelle compétences transversales, c'est les compétences qu'on a nommées aussi précédemment, la capacité à former, la capacité à manager des projets, la capacité à manager des équipes, la capacité possiblement à manager des budgets. Alors, si vous avez un cœur de métier de coordinateur de projet, forcément, pour vous, ce sont des compétences cœur de métier. Peut-être pas la formation, mais en tout cas les autres. Si par exemple vous êtes logisticien et que vous avez en plus des compétences transversales de management d'équipe, de management de budget, de management de projet, même de projet logistique, c'est ça vos compétences transversales, hein, pour spécifier. On va vous demander des compétences personnelles et relationnelles, le savoir travailler en équipe, savoir possiblement interagir dans des contextes interculturels. Alors, on va peut-être pas vous demander d'avoir 15 ans d'expérience professionnelle en interculturalité, mais on va aller rechercher vos voyages, vos séjours à l'international. Donc ça, vous pouvez valoriser plein de choses autour de l'interculturalité. On va vous demander une capacité à gérer du stress, à gérer des priorités. On va vous demander de l'adaptabilité. Donc, toutes ces compétences personnelles et relationnelles-là que vous avez pu développer dans d'autres contextes, qu'ils soient professionnels ou personnels d'ailleurs, mais qu'il va falloir faire valoir dans ce secteur. En tout cas, elles vont être demandées, hein. Donc, c'est peut-être parfois compliqué à mettre sur un CV, mais préparez-vous à l'entretien à valoriser ces compétences-là. Notamment quand on vous demande vos atouts ou vos points de progrès. Voilà, c'est des choses que vous pouvez aborder. On va vous demander un savoir travailler en équipe parce que forcément, c'est la base. Si en plus, vous avez un savoir travailler en équipe interculturelle, ça sera carrément le plus. On va vous demander du coup une approche, une expérience pour l'interculturel. Je suis ma logique. Et on va vous demander à minima l'anglais en termes de langue, sachant que c'est notre langue de travail. Alors, si vous partez pour une structure d'envoi de volontaire, sur un projet de développement, peut-être que l'anglais sera moins prioritaire. Mais si vous voulez partir pour une structure type ONG classique ou mouvement Croix-Rouge ou l'ONU, à minima, il faut l'anglais. Et l'anglais, j'allais dire courant, hein, voilà. Maintenant, si vous avez d'autres langues, vous avez l'arabe, vous avez des langues qui correspondent à des zones d'intervention, forcément, elles seront plus que valorisées. Et il faut vraiment que vous les valorisiez très, très rapidement dans vos CV quand vous candidaterez, hein. Il y a des structures comme le Comité international de la Croix-Rouge qui ont des postes d'expatriés, même sur des postes d'interprètes. Donc, si vous êtes bilingue français-arabe, si vous êtes bilingue, je ne sais pas moi, vous parlez le pachtoun parce que vous êtes réfugié ou que votre famille… voilà, c'est toujours des langues en plus. Donc, voilà, les langues, c'est vraiment indispensable. Mais à minima, vraiment à minima l'anglais en fonction de votre projet professionnel. Voilà, voilà. Alors là, je vous ai mis 2-3 points à retenir. Mais ce que je voulais citer aussi avant de vous quitter, c'est les sites d'emploi de l'humanitaire. Alors, vous en avez des spécifiques. Pour la France, vous avez le site Coordination Sud.
qui est la plateforme des ONG françaises et vous avez de l'offre d'emploi sur place. Donc, vous pouvez aussi déjà vous faire une idée de ce qu'on attend. Alors, n'ayez pas peur des offres de poste. Dans le monde de l'humanitaire, on cherche des moutons à 8 pattes. Voilà, donc si vous n'êtes un mouton qu'à 4 pattes et demie, c'est déjà super top. Si vous n'avez que 3 pattes, c'est pareil, ça se négocie. Donc, n'ayez pas peur, hein, parce qu'effectivement, je pense que moins on a de candidatures à traiter quand on offre un poste, mieux on se porte aussi en termes de service RH. Il faut dire ce qui est, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent faire de l'humanitaire et le tri, il se fait aussi à ce niveau-là. Donc, une personne avertie en vaut deux. Autre site, pour les anglo-saxons, il est sur mon slide, là, c'est Relief Web. Voilà, donc là, vous allez avoir aussi un annuaire des ONG anglo-saxonnes, anglophones. Vous allez avoir de l'offre d'emploi, donc c'est un site intéressant. Vous avez pour la Suisse, parce qu'il y en a peut-être, c'est cinfo.ch, où là, il y a un annuaire aussi, il y a de l'offre d'emploi. Si vous vous intéressez au développement, je pense que devex.org est pas mal. Il y a pas mal d'offres en lien avec du développement. Vous verrez, il n'y a pas 300 millions de sites humanitaires, hein, parce que c'est quand même un tout petit secteur professionnel parmi tant d'autres. Hein. Voilà. Est-ce que c'est assez clair? Les questions des auditeurs. Existe-t-il des crises sociales? Des crises sociales, je pense que les crises sociales sont incluses de facto dans ces grands types de crises-là. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par crise sociale. Moi, j'imagine crise sociale avec des familles complètement décomposées, déstructurées, des enfants à la rue, un manque d'éducation, un manque de formation. Donc, vous allez pouvoir effectivement, malheureusement, voir s'illustrer ces crises sociales-là dans chacune de ces grandes crises-là. Effectivement. Le Covid-19 est-il considéré comme une crise naturelle? Bah oui, on va mettre le Covid dans les grandes épidémies, hein, ou dans les grandes des grandes épidémies, oui, ça peut être comme Ebola, comme ce genre de crise-là. Donc oui, on est plutôt sur de la crise naturelle qui forcément va créer après des crises cumulatives. Hein. Covid, donc un virus qui se déplace, qui affecte des populations. On demande aux populations de ne plus sortir de chez elles, donc elles ne peuvent plus aller cultiver dans les champs. Il y a une saison des pluies qui va arriver. Les champs n'ont pas été cultivés, les pluies vont peut-être ravager ou pas, ou alors ne vont pas permettre à des cultures qui n'ont pas été plantées de pousser, forcément, puisqu'elles n'ont pas été plantées, vu que la personne, on lui a demandé de rester chez elle. Donc, sur cette crise naturelle-là due à un virus, il va y avoir sûrement une crise alimentaire, et c'est ce à quoi s'attendent les ONG aujourd'hui. Hein. La plus grosse crise en termes de santé aujourd'hui liée au Covid, c'est pas tant les gens qui malheureusement vont l'attraper, mais que tous les à côté que cette crise va générer, et notamment l'insécurité alimentaire, par exemple. Mais oui, Covid, on va la mettre dans des crises naturelles. Ouais. Faut-il beaucoup d'expérience pour être RH en base? Pour être un RH en base, non, il faut pas. Il faut que vous ayez 2-3 ans d'expérience en Europe ou là où vous résidez pour avoir des compétences à faire valoir dans le secteur et pouvoir partir sur le terrain. De façon globale, les profils qu'on va recruter sur les bases vont être des profils donc avec un métier effectivement qui va répondre à nos besoins, mais avec 2-3 ans d'expérience professionnelle derrière. Pas besoin d'avoir fait 15-20 ans d'expérience professionnelle dans votre métier. 2-3 ans seront largement suffisants. Et puis, vous verrez que la majorité de vos futurs employeurs ont de très bons programmes de formation en interne, même si on va recruter des gens directement opérationnels sur le terrain parce qu'on n'a pas les moyens de vous former forcément. Mais derrière, on a quand même développé plein d'outils professionnels qui vont aussi vous aider à être le plus opérationnel possible sur vos postes. Donc, 2-3 ans d'expérience professionnelle seront largement suffisants. Est-ce qu'il y a des postes sur base dans la formation également? Oui, bien sûr. Ouais. Vous savez, nous sommes tous des formateurs quelque part. Donc, on est tous sur du renforcement des compétences. Donc, oui, on peut trouver des postes, bien sûr. C'est même aujourd'hui, dans la quasi-totalité des programmes, même
peut-être même en urgence, hein, tu m'arrêtes, Ouais, Gilles, si je dis une bêtise, mais d'avoir une dimension de transmission de compétences et de savoir-faire au public avec lesquels on travaille, hein. mm, Voilà. L'idée étant de pas seulement être un soutien et un appui à des populations qui sont face à des difficultés précises, mais aussi de les outiller pour qu'ils puissent d'eux-mêmes être ouais. résilients et au cas où il y ait une autre urgence de la même nature qui reviendrait, qu'ils puissent se, se protéger ou s'aider eux-mêmes en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que quel que soit le poste sur lequel vous allez partir en humanitaire, vous êtes effectivement des formateurs. Donc, c'est aussi une composante. Si par exemple, vous êtes logisticien, mais que vous avez formé d'autres logisticiens dans votre service, c'est vraiment des compétences que vous devez mettre en œuvre et en valeur très fortement sur votre CV parce que ça va faire la différence. Mm. Donc oui, nous sommes tous des formateurs sur le terrain. Ouais. Maintenant, quelqu'un qui est issu de l'éducation nationale et qui est prof, sur le terrain, ça va être compliqué parce que ce qu'il faut bien entendre aussi, c'est que aujourd'hui, dans l'enjeu de professionnalisation du secteur, il y a aussi l'enjeu de reconnaître les compétences locales. Et quand on reconnaît les compétences locales et qu'on veut mettre en œuvre des projets sur place, on va aller chercher ces compétences localement. Et l'expatrié, on va le recruter sur possiblement d'autres compétences, notamment les compétences à manager, les compétences à coordonner, les compétences à fédérer. Voilà, donc de la compétence locale, dans certains pays, il y en a beaucoup. Et donc, il y a certains postes qui ont pu être réservés à des expatriés jusqu'à maintenant, qui aujourd'hui ne le sont plus du tout, parce qu'un enseignant sur place, je peux en trouver. Par contre, quelqu'un qui est enseignant et qui sait faire de la formation pour enseignants, ce qu'on appelle de la formation de formateur, là, pour le coup, ça peut être une compétence aussi qu'on peut valoriser. C'est tout l'enjeu de l'expatriation aujourd'hui. Je reviens vers toi tout de suite, Driss. Vas-y, je t'en prie. Mais c'est que les ONG, quand elles expatrient quelqu'un, elles y réfléchissent à deux fois. C'est-à-dire que ça leur coûte cher un expatrié, l'air de rien, même sous un statut de volontaire. Et donc, si on peut trouver des compétences sur place, on va les trouver. Et l'expatrié, il va nous apporter cette plus-value-là que possiblement on ne peut pas trouver sur place. Et souvent, comme dit Idriss, c'est cette capacité à former et à encadrer des équipes, à transférer sa connaissance, à transférer ses savoir-faire. C'est de la capacité à coordonner, c'est de la capacité à avoir une vision macro des projets, à avoir peut-être une vision stratégique. Donc, c'est tout ce que vous pourrez apporter autour de ces projets-là qui va faire la différence. Après mes études, puis-je acquérir de l'expérience avec le bénévolat? Une formation dans l'humanitaire et un stage de 6 mois suffisent-ils pour être recruté plus tard? Donc, Alors, je pense que ça va être compliqué, mais oui, après, voilà, il faut y aller de toute façon, hein. Donc, vous avez c'est fait ça. effectivement, vous avez choisi un parcours de formation spécifique pour l'humanitaire. Votre premier objectif, c'est de trouver un emploi dans l'humanitaire. Forcément, c'est logique et c'est Mm, cohérent. Maintenant, vous verrez bien ce qu'on peut vous proposer. Après, je pense qu'il ne faut pas minimiser les statuts de volontariat. mm, C'est vrai qu'on a tendance à les présenter comme des statuts d'entrée dans le secteur, mais très honnêtement, sous un statut de volontariat, vous pouvez avoir un vrai beau poste qui vous est proposé. C'est-à-dire que ce n'est pas le statut qui va faire la qualité du poste. Le statut, finalement, ne reste qu'un statut, entre guillemets, dans ce secteur-là. mm. Et ce qu'il faut regarder, c'est la composition du poste. Parce que vous pouvez faire une très, très belle mission d'un an ou 2 ans sous un statut de volontariat qui va vous permettre de développer des super compétences. Et dans 2 ans, vous verrez que dans le secteur, vous allez être hyper compétitif quelque part. Donc ça, Tout à c'était fait. pour répondre à la deuxième question, je Mm, crois. Et ouais. la première question, oui, je vous encourage, enfin, si vous êtes jeune professionnel, vous êtes en fin d'études, pour acquérir des compétences, il y a, il y a la possibilité de trouver un emploi, et pas spécialement un emploi en humanitaire, et pas spécialement un emploi à l'international. Si vous arrivez à matcher tous ces points-là, tant mieux pour vous, c'est-à-dire que votre projet professionnel va tout de suite trouver un ancrage qui vous sera satisfaisant. Mais je me dis, si vous avez fait, je ne sais pas moi, une formation en RH et que vous trouvez un super poste en France où vous allez développer des compétences de RH, c'est ça que vous devez regarder. C'est quelle est l'expérience qui me permettra de développer mes compétences métiers. Et en l'occurrence, c'est de l'expérience.
Et même si cette expérience-là ne se fait pas à l'expatriation. Maintenant, elle peut se faire à l'expatriation dans d'autres pays que les pays, j'allais dire, du Sud, ou les pays pauvres ou les pays en crise. Vous pouvez être RH en Suède ou en Norvège et développer une compétence autre qui sera peut-être l'approche de l'interculturel dans ces pays-là, puisque l'air de rien, ça a beau être l'Europe, il y a de l'interculturel, et faire valoir cette interculturalité-là dans un an ou deux quand vous chercherez de l'emploi sur le monde humanitaire. Mais effectivement, on peut aussi développer des compétences en faisant du bénévolat. Tout à fait. Moi, je pense que le bénévolat peut aider à développer certaines compétences à certains moments. Donc, il ne faut pas minimiser ces expériences-là. Et à titre indicatif, d'ailleurs, le bénévolat en France peut nous permettre d'avoir accès à de la validation des acquis de l'expérience pour avoir certains diplômes sur certains métiers. Donc, ce n'est pas anodin, quoi. C'est loin d'être non valorisable, le bénévolat. Donc, vous avez ces deux moyens-là. Voilà. Mais vraiment, voilà, c'est vraiment aller chercher de l'expérience, quelle qu'elle soit. Pour moi, le maître mot, c'est expérience. Parce que expérience dit développement de compétences. Donc, forcément, quelle que soit l'expérience, si elle vous permet de développer des compétences, je peux vous assurer que dans 2 ans, les ONG, elles vous prennent. D'autant que pour poursuivre sur tout ce que tu viens de dire, pour répondre à la première question, et puis, parce que la personne qui a posé la deuxième a fait un autre commentaire. Surenchérie sur la première. Ouais, en fait, sur le volontariat, moi, c'est quelque chose que je recommanderais assez vivement en fin d'études. Comme tu l'as dit, ça permet d'accéder à des postes qui vous allez avoir de vraies responsabilités, alors, tout en étant quand même dans un cadre d'accompagnement. Voilà, vous avez quand même des gens autour de vous qui sont là pour vous écouter, vous aiguiller et faire en sorte que l'expérience de volontariat se passe au mieux. Mais au-delà de cet accompagnement, des structures d'envoi de volontaires, vous avez sur place des véritables responsabilités et des choses qui sont connues, reconnues dans le secteur et qui sont valorisables dans votre parcours professionnel, même si vous êtes en début de carrière. Deuxièmement, donc ça c'était pour répondre à la première question, la personne qui avait posé la deuxième explique que oui, financièrement, le statut de volontariat ne paie pas le crédit d'études. Ça c'est vrai. Effectivement, le volontariat, alors là ce dont je vais parler, c'est le volontariat français. C'est le seul sur lequel j'ai certaines connaissances. Donc le volontariat français, en fait, il y a une plateforme, France Volontaire, qui s'occupe d'encadrer le volontariat de manière globale. Au sein de cette plateforme, il y a différentes associations qui sont membres et chaque membre a le droit d'envoyer des volontaires en mission, sachant que certaines ONG ont également leur propre statut de volontaire à elles. Le truc, c'est que, tout ça pour dire, c'est qu'il y a autant, alors même s'il y a une réglementation, une loi en France qui date de 2007 qui réglemente le volontariat, notamment le VSI, donc le volontariat de solidarité internationale, en interne, après, chaque organisation a ses règles qui lui sont propres en matière d'indemnisation des personnes qui partent en mission. On parle bien d'indemnisation et pas de rémunération. Ça peut sembler être simplement de la linguistique, mais non. Il y a aussi derrière l'idée que le volontariat s'inscrit dans une démarche d'engagement. Mais donc, effectivement, le volontariat, il y a certains postes sur lesquels on est payé au minimum de ce que la loi prévoit, qui est, je crois, de 150 €, me semble-t-il. Tout ça pour dire, ne fermez pas la porte au volontariat uniquement sur des considérations financières, que, encore une fois, je peux bien comprendre qu'à un moment donné, quand on a payé des choses pour sa vie étudiante, on a aussi besoin rapidement de rentrer dans le monde professionnel et de gagner de l'argent pour rembourser ce qu'on doit rembourser. Mais ne fermez pas la porte au volontariat juste sur ce critère-là, parce que c'est passé quand même à côté de potentiellement de belles opportunités pour le début de carrière. Pour des métiers transposables, est-ce facile de rentrer dans le secteur sans avoir fait d'études dans la solidarité internationale? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que le recruteur, il va regarder les compétences que vous allez lui apporter. Donc oui, vous pouvez tout à fait entrer dans le secteur de la solidarité internationale sans avoir fait des formations spécifiques
particulière, ouais. Comment faire de l'humanitaire quand on est employé? Y a-t-il des possibilités d'accord avec son employeur pour partir plusieurs semaines? Ah oui, type congé solidaire. Exactement, ouais. Oui, je pense que la seule solution quand vous êtes salarié, c'est de négocier avec votre employeur un congé solidaire. Et vous avez des structures qui peuvent vous y aider. Je crois que c'est Planète Urgence qui est spécialisée dans le Exactement. congé solidaire. Donc, vous pouvez les contacter et voir avec eux comment ça peut se configurer. Parce que sinon, effectivement, je ne vois pas trop comment vous pourriez faire, si ce n'est prendre tous vos congés pour partir bénévolement auprès d'une association locale. Et là, c'est pareil. Renseignez-vous bien si vous deviez partir sur vos congés parce que des associations, il y en a plein et vous pouvez aussi tomber sur une association qui ne tient pas du tout la route et qui est plutôt voilà, dans l'exploitation de l'occidental qui veut s'investir, quoi. Donc, faites attention à ça. Passez par des sites officiels, passez par des structures qui tiennent la route. France Volontaire peut aussi vous aider, je crois, là-dessus, hein. Ils ont des espaces volontariats un peu partout dans le monde qui sont censés identifier des bonnes structures locales pour que des gens puissent s'y investir bénévolement sur 1, 2, 3, un mois, 1 an, 2 ans. Donc, voilà, passer par des vraies entités sérieuses parce que franchement, de l'arnaque à la mission humanitaire, il y en a aussi pas mal, hein. Surtout sur ces temps-là très définis. Si on est salarié, on doit démissionner pour faire un VSI ou doit-on demander un congé pour ça? Alors, là-dessus, Le concernant… VSI, c'est le seul statut qui permet de donner sa démission sans Et que vous soyez considéré comme démissionnaire par le Pôle emploi. c'est ça. C'est ça que tu cherchais, Idriss, hein. Exactement, merci, parce que Ouais, j'ai une amie à moi qui a fait ça, justement. ouais, ouais. Et du coup, bah, alors, j'ai eu deux cas. Cas de figure de la personne qui a été repris à la fin de sa mission, qui a été repris par son employeur. Et Mhm. l'autre cas de figure, la personne n'a pas été reprise par son employeur, il n'avait pas envie de retourner dans son ancienne boîte. Mais du coup, il est revenu en France avec ses droits au chômage qui avaient été gelés dans le temps, en fait. Du coup, Exactement. voilà. Ouais, ouais. Ça peut vous rassurer si effectivement vous voulez passer le pas. C'est qu'effectivement, soit votre entreprise accepte un congé sabbatique ou un congé solidaire, Ouais. soit elle n'accepte pas, auquel cas, effectivement, votre démission, si c'est pour partir sur un statut de VSI, hein, Hmm. si c'est sous d'autres statuts, attention, Ouais. méfiez-vous. Je ne suis pas sûre que le Pôle emploi soit compréhensif, mais si c'est un vrai statut de VSI, oui, vous pouvez avoir droit à vos indemnités chômage en revenant de mission, ce qui est largement sécurisant aussi quand on veut partir. Après, du coup, pour rebondir aussi sur ce qui était dit tout à l'heure, donc le congé de solidarité, donc ça, c'est Planète Urgence. Il y a aussi un autre dispositif, alors que je ne connais pas beaucoup, mais qui s'appelle le, le mécénat de compétences. C'est un cas de figure où une entreprise décide en fait de dédier, c'est beaucoup de fondations d'entreprises qui font ça, de dédier du temps de travail de ses salariés pour des projets associatifs. Par exemple, tu vas avoir le cas d'une entreprise qui est spécialisée dans dans les forages de puits, qui va dire, bon, bah, moi, mon expert, je lui dédie 3 semaines de son temps de travail pour partir sur le terrain et aller aider telle ONG à creuser un puits de 40 mètres. Enfin, il y a Ouais, pas mal, on a la chance en France d'être dans un pays où il y a voilà, des dispositifs ouais, législatifs ouais. assez nombreux, tellement que Ouais, c'est un peu des fois compliqué de trouver, s'y mais repérer. de s'y repérer. Mais il y a des dispositifs, des outils, des moyens de partir en mission. Quand on est Ouais, salarié, il y a plusieurs ouais, choses. ouais, Il ne faut pas hésiter à aller se renseigner auprès d'organismes comme Planète Urgence, comme France Volontaire, ouais, qui vraiment sont spécialisés ouais. dans ces cas de figure-là et qui sauront vous apporter les bonnes réponses. Tout à fait, ouais, parce qu'avec toutes les lois aussi sur la responsabilité sociale des entreprises, il y a de quoi faire, hein. Il y a certaines entreprises qui s'en saisissent pour proposer des choses à l'international. Donc, renseignez-vous, ouais. N'est-il pas intéressant pour les ONG de recruter les jeunes diplômés formés via les nouvelles formations qui ont découlé de la professionnalisation du secteur? Oui, c'est vrai que ça peut paraître un peu contradictoire dans le monde des ONG, mais les ONG vraiment partent du principe que, alors quand on a fait une formation qui est en lien avec le secteur, il y a peut-être des portes d'entrée, peut-être, j'allais dire, intermédiaires qui vont permettre d'intégrer ce secteur-là. Je pense par exemple à quelqu'un qui a fait une formation, je sais pas, en gestion de projet humanitaire. Mm. C'est sûr qu'il va jamais partir sur un poste de cordeau tout de suite, hein, forcément.
puisque le secteur humanitaire veut des gens qui ont de la compétence. Et donc, qui dit compétence dit expérience. Donc, en première mission, ça risque d'être un peu compliqué. Mais par contre, on a créé des postes intermédiaires qui vont permettre aux futurs responsables de projet de partir en mission, qui sont les postes de reporting ou de grant. Je ne sais pas si vous en avez vu sur les sites d'emploi, reporting officer, grant officer. Typiquement, c'est des postes d'entrée pour des personnes qui ont un bagage en management de projet, mais qui n'ont pas suffisamment d'expérience encore et qui vont pouvoir intégrer le secteur via ces postes-là. Mais oui, c'est sûr que ça peut paraître contradictoire, mais c'est vrai que ce secteur de l'humanitaire, si vous voulez, les contextes d'intervention sont tellement complexes qu'y envoyer quelqu'un de trop junior, même s'il s'est formé pour et qu'a priori il a des connaissances à faire valoir, ça peut être parfois compliqué. Donc on va aussi chercher une certaine maturité personnelle, non seulement professionnelle, mais aussi personnelle. Il faut que vous puissiez supporter du confinement, supporter peut-être des contextes compliqués, avoir peut-être une certaine déjà expérience ou appétence pour l'interculturel. Enfin voilà, il y a tout plein d'éléments qui font que, ouais, je sais, c'est la souffrance j'en reçois plein des gens qui ont fait des formations spécifiques et qui me disent, bah tu sais, j'ai du mal à trouver du travail, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai, c'est un peu les contradictions du secteur, mais faut trouver d'autres portes d'entrée dans ces cas-là. Quand on est salarié, ne faut-il pas que le VSI dure au moins 1 an pour ne pas être considéré comme des missionnaires? Sans doute que oui, parce que, Non. ouais, parce que Ouais. le VSI, en fait, alors le VSI a ce site particulier que c'est pas un contrat de travail, c'est un contrat de droit privé. Mm. Euh, Lorsque vous partez sur une mission de VSI, vous ne cotisez pas au chômage, mais vous cotisez quand même pour votre retraite. Et à côté de ça, vous cumulez une prime de réinstallation par mois que vous passez sur le terrain. Et pour avoir le droit de percevoir cette prime de réinstallation, il faut au moins un contrat d'1 an. Donc, je pense que effectivement, ouais, il faut que ce soit une mission d'au moins 1 an pour ne pas être considéré comme des missionnaires. Y a-t-il beaucoup de missions dans le domaine de l'environnement? Vers quelle structure se tourner? Quelles sont les compétences et métiers recherchés? Alors, dans l'environnement, c'est compliqué parce que finalement, les ONG, à part des ONG spécifiques, euh, qu'on n'identifie pas toujours bien d'ailleurs, l'environnement, c'est pas toujours encore bien pris en considération sur nos projets humanitaires. Vous risquez d'être bien déçus. On a des gros 4x4 bien polluants. Parfois, quand on bâtit des choses, on va les bâtir encore avec du béton. On va faire du ciment. Bon, voilà. Donc, l'environnement, oui, il y a des structures que vous pouvez solliciter. Alors, je les perds, mais les structures typiques de l'environnement, tu vas m'aider, Driss. Euh, Regardez chez Action contre la faim. Ouais, tu disais? oui, j'allais dire ACF. Bon, WWF, ils sont pas dans l'urgence, eux. Ouais, c'est ça. Il y a Euh, WWF. Si vous êtes sur de l'environnement animalier, il y a des structures spécifiques. Euh, Après, dans un contexte plus, en élargissant à la solidarité internationale, donc en intégrant aussi le développement, là, par contre, ah oui. sur les questions de les missions et les métiers environnementaux, ça va dépendre beaucoup de la mission en elle-même, quoi. Est-ce qu'il s'agit d'une mission d'un projet de préservation d'une faune, d'un endroit spécifique, de la flore, des deux. Et dans ce cas-là, on peut avoir besoin de quelqu'un qui a des compétences en biologie, de compétences recherchées qu'il peut y avoir de missions spécifiques. Ouais, c'est sûr. C'est Enfin, sûr que, ouais, bien sûr. Ouais. Après, moi, j'ai l'impression que l'environnement, pour répondre à votre question, c'est quand même encore beaucoup porté par des structures locales qu'on n'identifie pas et qui ont peu les moyens de donner des statuts cohérents pour un expatrié, quoi. Je pense à des projets à Madagascar. Moi, j'ai travaillé sur ouais. Madagascar, des projets, par exemple, sur les mangroves à Madagascar qui touchent voilà, l'environnement plus, Bien sûr. mais qui sont vraiment portés par des structures locales. Peu d'ONG internationales s'en saisissent. Mm. Après, où est-ce que vous Ah, pouvez... Vous alors, connaissez le réseau TEE. Je crois qu'il y a des ONG qui posent des offres de temps en temps sur ce réseau-là, qui est un réseau environnement. on nous signale également donc le GRET ainsi que CARE, Le qui GRET, bah ouais. ouais. Donc le GRET et CARE qui aussi a pas mal de projets en d'adaptation au changement climatique et en agronomie. Ouais. L'IRD aussi, du coup. Eh oui, bah oui. Ouais.
IRD, URD, ils sont plus sur de la recherche, donc Ouais, moins. mais par exemple, l'IRD, Ouais. tu parlais de Madagascar. L'IRD à Madagascar, ils ont des programmes de Ah bah ouais. préservation et de recherche sur l'environnement. Bah, vous avez des ONG, après, il faudra vous renseigner au cas par Mhm. cas. Mais je pense par exemple à Triangle Génération Humanitaire, qui est une toute petite ONG lyonnaise, qui a des projets pisciculture en Corée du Nord. Pisciculture, pour moi, ça, il y a bien sûr l'enjeu de subsistance alimentaire de la population, mais il y a aussi un enjeu environnemental fort. Mhm. Bien sûr. Donc peut-être d'un projet à l'autre, il va falloir que vous cherchiez. Mais effectivement, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir intervenir sur de l'environnement et je sèche à vous donner des vraies pistes parce qu'aujourd'hui, il faut y aller au cas par cas et vraiment chercher. On nous cite aussi Planète Urgence. Il y a Planète Ouais. Urgence, ouais, mais ouais, voilà, c'est ça. Après, Après, après pour continuer sur ce que tu viens de me dire, il y a aussi que, en fait, de ce que moi j'ai pu observer, en fait, il n'y a pas vraiment des catégories de missions qui sont estampillées action environnementale, mais c'est plutôt qu'on va intégrer voilà, c'est ça. on va Ouais, prendre en compte ouais, l'impact environnemental des actions ouais, dès leur conception, dans leur réalisation exactement. et après dans leur pérennisation. Oui, c'est ça. On va intégrer ces paramètres-là dans nos Mm. projets. C'est plutôt comme ça. Par contre, d'ici à trouver un vrai poste de chargé environnement qui va pouvoir mettre ses inputs dans nos programmes, on en est encore loin. Mm. Mais effectivement, il y a de quoi faire. En tout cas, vous aurez du taf parce que je crois qu'il y a de quoi faire. Vous trouverez bien. Donc, Mhm. pour acquérir toutes ces compétences-là, mais on a déjà répondu puisque vous m'avez posé ces questions. Il y a du bénévolat, vous pouvez faire plein de choses. Le tout est d'avoir de l'expérience, quel que soit le statut sous laquelle vous allez l'avoir. Une ONG a besoin de l'accord d'un pays avant d'agir. Comment cela est-il négocié? Quels sont les différents métiers dans ce domaine? Quelles compétences faut-il avoir? Alors, C'est une très bonne question. ouais, c'est une très bonne question et en fait, moi, je te laisse y aller ou Moi, j'ai une réponse, mais sûrement parcellaire. Tu en Mm. auras peut-être un complément. Ouais. En général, on négocie directement pour avoir travaillé pendant 12 ans en humanitaire et auprès des ONG. Effectivement, ça va être notre direction qui va se rapprocher d'un gouvernement et qui va voir s'il y a possibilité d'intervenir. Soit c'est un rapprochement direct, soit on va utiliser certains leviers du ministère des Affaires étrangères qui va nous faciliter l'entrée ou pas dans certaines zones. Maintenant, quelles sont les compétences? Moi, j'ai jamais vu de personnes spécialisées dans les ONG pour ce genre de démarche-là. Ce que je peux vous dire, alors par exemple, en République centrafricaine, les ONG, pour négocier avec le gouvernement centrafricain, a créé une entité spécifique Mm. qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais, mais c'est un office qui centralise, enfin, auquel toutes Voilà, les ONG c'est un office internationales dans doivent lequel toutes se. les ONG sont présentes, Mm. qui a recruté son propre personnel. Et effectivement, vous avez raison, c'est des vrais métiers. Moi, je pense que la compétence principale de ces métiers-là, c'est le savoir fonctionner en partenariat. Mm. Moi, je n'en démords pas. Je crois que voilà, pour avoir vu un poste passer dans cette entité en RCA, il voulait un chargé, un directeur de cette cellule-là de négociation avec le gouvernement centrafricain. Et c'était la composante principale du métier ou du poste, c'était la capacité à travailler en partenariat. Mm. Et du coup, bon, pour compléter ce que tu viens de dire, c'est vraiment en fonction des pays, en fait. Il y a certains Ouais, pays, dans certains pays, il y a un office, comme l'exemple que donnait Brigitte. Dans d'autres pays, il faut négocier directement avec au cas par cas. ouais, avec un représentant du ministère des Affaires étrangères du pays en question. Il y a des fois des pays dans lesquels on va demander aux ONG de créer une antenne nationale dans le pays avec une équipe de nationaux pour avoir le droit d'intervenir dans le pays en question. C'est à géométrie variable et là, pour le coup, ce type de métier, si toutefois ils existent, je pense qu'on est plus dans l'ordre de la diplomatie internationale et au niveau de peut-être des États, justement, l'État français qui va aller donner des contacts à une ONG pour lui faciliter, ou pas hein, d'ailleurs, hein, ça dépend près de l'interlocuteur en face, mais de faciliter la prise de contact et la création d'un partenariat plutôt que des métiers qui existent véritablement au sein Non. des. Ouais. À ma Pe- connaissance, ça n'existe pas. peut-être pour le CICR, peut-être.
Oui, Euh, des négociateurs, enfin des grands. Ouais, voilà. Mais encore une fois, Brigitte a dit tout à l'heure, le CICR, ils ont un ouais. statut assez particulier. C'est ni une organisation internationale ni une ONG, c'est quelque part entre les deux. Et pour le coup, eux, c'est possible qu'effectivement, ils aient des gens dont le cœur de métier soit d'être Ouais. des diplomates qui permettent de faciliter l'intervention des équipes de la Croix-Rouge dans les contextes très très compliqués. Mm. Les ONG anglophones sont-elles à la recherche de francophones en Afrique de l'Ouest? Ah oui, oui, oui. Alors si vous êtes francophone pour une ONG anglophone, vous avez une compétence supplémentaire Mm. linguistique qui est le français forcément hein, pour vous déployer sur cette zone francophone de l'Afrique. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à… Alors souvent, les ONG anglophones en première mission, elles sont encore plus frileuses que les francophones. Hein. Il faut dire ce qui est. Mais effectivement, il ne faut pas hésiter à aller taper à la porte des anglo-saxons ou des nord-européens parce qu'il y a de l'embauche aussi. Mm. Et qu'en Tout à fait. plus, vous parlez une langue qui possiblement va vous permettre d'accéder à certaines zones géographiques, ouais, Mm. des zones francophones. Qui peut intégrer l'Institut Bioforce? Eh bien, toute personne qui le souhaite. Je ne sais pas quelle est précisément votre question. Si c'est pour entrer en formation, en général, on demande un métier en lien avec une de nos formations et peut-être deux ans d'expérience professionnelle, grosso modo à minima. Maintenant, si c'est une formation post-bac, bah, il suffit d'avoir le bac. Voilà. Mais sinon, c'est ça qui est intéressant dans l'humanitaire, c'est que finalement, on a tous des profils extrêmement différents. On a tous des parcours différents. Et puis, il y a un moment, on arrive à trouver notre place aussi, à y faire notre chemin. Et nos apprenants sont à cette image-là aussi. Ils viennent d'horizons totalement différents. Ils ont entre 20 et 60 ans. Ils viennent du privé ou du public. Le tout est qu'on voit une certaine cohérence et moi, je suis attentive quand je recrute quand même à ne pas vous vendre une formation pour le plaisir de vous vendre une formation, mais que ça se greffe aussi sur un parcours que vous avez pu avoir avant, qui a une certaine cohérence, parce que je connais, mais moi je suis en lien avec tous les recruteurs des ONG pour Bioforce. Je vois bien que ce qu'ils regardent quand même si Bioforce est une sacrée plus-value, on va regarder ce que vous avez fait avant. Enfin, bon, c'est logique. Hein. Donc voilà, si Bioforce s'impose dans votre vie professionnelle, tant mieux et qu'il y a une cohérence, bah, tant mieux, saisissez-vous-en. Si vous arrivez à entrer dans le secteur sans Bioforce, très honnêtement, vous ferez très bien votre vie professionnelle sans Bioforce. Ou vous y reviendrez plus tard pour faire un autre diplôme en coordination. Ouais. Relief Web embauche également des francophones? Bah, Relief ils Web, embauchent de tout, hein. ils embauchent de tout, hein. Parce que Relief Web, c'est pas un site d'embauche, c'est des ONG qui vont mettre leur offre. C'est Donc, ça, hein. d'une ONG à l'autre, c'est différent. Mais je peux vous assurer, pour être en contact avec des ONG anglophones ou américaines, je peux vous assurer que si vous avez les compétences, ils vont vous recruter vous. Hein. Ils ne vont Mm. pas donner priorité à un Anglais ou à un Américain pour le plaisir de prioriser quelqu'un de leur territoire. Il y a quand même une culture de l'international en termes de recrutement qui est très forte dans notre secteur. Et Mm. heureusement. Ouais. Oui, d'ailleurs, Heureusement aussi. Bah, pardon. oui, non, non, j'allais dire oui, parce que là, oui, que vous soyez burkinabé, que vous soyez cambodgien, Exactement. si vous avez la compétence et l'expérience qui est recherchée, le recruteur en face, c'est la seule chose qui va l'intéresser. Hein. Le reste, Mm, c'est pas son problème. Hein. mm. Je suis en classe préparatoire scientifique. Y a-t-il des formations humanitaires accessibles une fois en grande école? Bah, ça dépend quel métier vous voulez faire avec Mm. votre voie scientifique. J'aurais du mal à vous répondre comme ça. Si par exemple vous êtes scientifique et que vous allez sur un diplôme d'ingénieur, moi je pense qu'il y a de fortes chances qu'à un moment ce diplôme-là il trouve un ancrage. Alors je sais pas, voilà, ça peut être ingénieur généraliste ou Mm. ingénieur spécialisé. J'ai du mal à voir le côté. Enfin, qu'est-ce que vous mettez derrière C'est scientifique? ça. Est-ce que c'est des maths? Est-ce que c'est de l'ingénierie? Est-ce que c'est de la Ouais, biologie? Par exemple, si on est dans le cas de figure de quelqu'un qui serait plutôt dans la médecine ou la biologie, moi, j'ai l'exemple de quelqu'un que je connais qui, pendant ses années d'études, elle en a profité pour faire à intervalles réguliers plein de missions alors pour Biomérieux, pour la Fondation Mérieux et même pour des ONG médicales. Et elle est biologiste mais spécialisée dans les virus.
Donc, Mhm. notamment quand il y a eu la crise Ebola il y a quelques années en arrière, elle a fait des allers-retours sur le terrain pour aller apporter du soutien au traitement sur place. Donc, typiquement, voilà, dans tout ça pour dire que, fonction de votre domaine d'études, il peut arriver que vous puissiez être en possibilité d'avoir des compétences qui seraient utiles à une ONG à ce moment-là. Montrer que vous vous intéressez à ce secteur-là. Le bénévolat peut vous aider aussi à développer, par exemple, si vous êtes un ou une pure scientifique, je ne sais pas qui vous êtes, peut-être le bénévolat peut vous aider aussi à développer des compétences transverses, comme je disais tout à l'heure. Peut-être que vous allez vous engager, je ne sais pas moi, au Resto du Cœur et que vous allez faire du management d'équipe, par Mm. exemple. Bah, ça, c'est de la compétence qui, même si c'est dans 3 ou 4 ans, parce que le temps que vous fassiez vos études, c'est de la compétence qui nous intéressera forcément. Mm. Vous pouvez vous inscrire au SAMU social et faire des maraudes toutes les nuits pour aller vous occuper des SDF. Je vous assure que c'est des compétences qui peuvent nous intéresser demain, par Mm. exemple. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais voilà, rien n'est anodin à partir de maintenant. Si c'est C'est ça. l'humanitaire vers lequel vous voulez aller, l'associatif sera parlant, le bénévolat sera parlant. Alors après, ça dépend vers quoi vous voulez aller. Du bénévolat de soutien scolaire, si vous voulez aller sur une grosse mission humanitaire d'urgence, peut-être ça ne sera pas parlant. Par contre, de la maraude sociale, par contre, de la distribution, peut-être vous êtes engagé avec la Croix-Rouge sur la thématique Covid ces 3 derniers mois. Bah, franchement, ça, c'est des choses qu'on va valoriser. C'est sûr et certain. On nous précise également que voilà, souvent les grandes écoles donnent la possibilité de partir sur le terrain pour des projets étudiants internationaux, à titre d'exemple, qui sont ensuite valorisables dans le parcours. Bien sûr. Ah ouais, bien sûr, si vous avez l'occasion de faire même une année de césure où vous faites un service volontariat européen, ouais, bien sûr. Mm. Mm. En plus, ça Alors, peut permettre d'apprendre des langues, ce qui n'est pas négligeable. Où trouver les informations sur l'organisation RH des ONG, fondations ou structures de l'ESS? Y a-t-il un site ou faut-il demander directement aux organisations? Je pense qu'il faut y aller en direct et mm. taper à la porte directement des structures. Ouais. Et après, en ce qui concerne les ONG, de toute façon, le statut des associations en France rend obligatoire la publication D'un organigramme ou des choses comme ça. ouais, ou tout du moins, pas forcément tout du moins parce que les rapports comptables, ils Ah, sont, les rapports d'activité. Ah bah oui, ouais, vous pouvez demander à y avoir accès. ouais, ouais, En général, ils sont sur les sites des ONG c'est d'ailleurs. ça, hein, c'est ça, parce que Ouais. ces rapports sont publics, hein, ça c'est la loi française Oui, qui l'impose ouais, à toutes les ouais. associations, loi 1901. Donc ça vaut pour les ONG comme ça vaut pour une association culturelle, voilà. Donc après, C'est vrai que parfois ils sont frileux. Alors j'ai cru c'est ça. comprendre. La question, c'est la question RH, hein, Hum. savoir les postes et tout. C'est vrai que parfois ils sont frileux, les ONG, pour donner ce type d'informations-là. Je ne sais pas pourquoi, mais à mon avis, si vous êtes intéressé par certaines structures, il faut aller taper à leur porte directement. Avoir une expérience militaire, est-ce une compétence recherchée? Oui, ça peut être une compétence recherchée, notamment si vous avez géré de la sécurité. Aujourd'hui, ça peut intéresser une ONG. Oui, bien sûr. Ouais. Effectivement, effectivement. On a de plus en plus, hein, même à Bioforce, c'est marrant, on a Hum. de plus en plus d'ex-militaires qui viennent. Ouais. Ouais. Bah ouais, C'est vrai que la perméabilité, enfin, bah ouais, il y a quelque chose quand même. bien évidemment, bien évidemment. Mais ne serait-ce que déjà en termes de capacité à supporter des situations de stress et Mm. à conserver son sang-froid, ouais, c'est quelque chose qui est recherché dans le domaine des ONG et des compétences que les anciens militaires ont. Y a-t-il des questions types dans les entretiens d'embauche humanitaire? Euh, Il y a des questions type. Après, s'il devait y avoir des questions type, c'est sur nos contextes d'intervention. C'est-à-dire qu'on va beaucoup mettre le focus sur votre capacité à gérer le stress, votre capacité à gérer des situations interculturelles, votre capacité à gérer des situations de conflit. Ce sur quoi on ne met pas vraiment le focus sur des postes en Europe, quoi. Donc, s'il devait y avoir des spécificités, c'est celle-ci. Et puis, attention, si par exemple, un jour, vous deviez candidater dans des structures qui ont une identité très forte, donc il y a des questions qui peuvent être très, très spécifiques par rapport à des structures parce qu'il y a une identité très forte derrière. Oui, vous pouvez avoir des questions spécifiques, mais qui sont en lien avec l'identité de la structure. Et normalement, si vous préparez vos entretiens, il faut que vous alliez sur les fondamentaux de ces structures-là.
Après, non, je pense pas, mais vraiment, on va s'appesantir sur la gestion du stress, sur l'interculturalité, sur les conflits. Alors ça, on est très, très à cheval là-dessus. Sur l'adaptabilité, on va être beaucoup là-dessus. Sur, cer- Après. sur certains postes, notamment si vous êtes amené à devoir gérer une équipe, que ce soit des salariés ou des bénévoles, on peut essayer de on peut essayer de vous poser des questions qui vont permettre à votre interlocuteur de sentir si vous êtes quelqu'un qui est prompt à manager, mais aussi à transmettre Oui, de la bien sûr. compétence et du savoir-faire. Ouais. Ça, effectivement, on va aller chercher, Mm. effectivement. Ouais. Après, quelles que soient les questions qu'on vous pose, et surtout si vos compétences, vous les avez acquises dans d'autres secteurs professionnels, mais c'est le cas de chacun de nous, en fait, quand on se fait recruter, n'hésitez pas à toujours chercher un exemple qui va illustrer votre propos. Si je vous interroge sur l'interculturalité, bon, ok, vous n'êtes pas un spécialiste de la mission au fin fond du Bangladesh, mais l'interculturalité, vous l'avez peut-être vécu ici lors d'un engagement bénévole ou avec dans votre situation sur un job. Voilà. Et c'est ça que vous devez extraire de façon à illustrer ce que vous allez nous apporter. Et c'est comme ça que vous rassurez vos interlocuteurs. C'est en faisant écho à de la pratique. Et la pratique, c'est vos expériences. Il n'y a pas obligation d'être français pour faire un volontariat avec une ONG. Une ONG peut décider de proposer un statut de volontaire à un Camerounais, une ONG française. Ça, c'est son droit. Voilà. Alors, en général, très honnêtement, il y a de moins en moins d'ONG françaises qui proposent ce statut de volontaire. Hein. Les structures d'envoi de volontariat, oui, elles vont vous le proposer automatiquement. Ouais. La question ne se posera pas. Mais en France, très honnêtement, je peux vous nommer les ONG qui vont vous le proposer. Il y en a... même maintenant, je me demande s'il n'y aurait pas plus que MSF France, qui sont des irréductibles gaulois, qui sont très attachés à ce statut-là, de par leur histoire et leur côté un peu militant. Mais très honnêtement, Action contre la faim l'utilisait, et aujourd'hui, ils vont sur du CDD, du salariat. Solidarité internationale, première urgence, doivent peut-être l'utiliser sur certains postes, mais très honnêtement, c'est à la marge. Donc, c'est un statut qui tend aussi à disparaître, parce que l'enjeu de professionnalisation, et l'un de vous le soulever à juste titre, fait aussi qu'à un moment, on va se questionner sur les statuts qu'on va proposer et la cohérence de ces statuts avec ce qu'on va vous demander derrière en compétences. Voilà. Mais voilà, c'est encore un statut qui peut vous être proposé, donc il est important qu'on vous le mentionne. Voilà. Vous pouvez avoir des statuts de volontariat aussi à l'international. Renseignez-vous bien. Chez Save the Children ou chez Oxfam ou machin, ils ont peut-être des statuts de volontaires. En tout cas, ils en ont eu pendant des années. Faites attention aussi à l'anglais. Volunteer en anglais, ça veut dire bénévole. Hein. Ouais. Donc, ne vous faites pas avoir. Effectivement, donc ça, c'est extrêmement important. On a aussi on nous précise aussi que handicap international. Handicap peut proposer certaines missions en VSI, qui sont des missions d'intégration, effectivement. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment à la marge. Ça va être 3-4 postes par an. Enfin, c'est pas énorme. Ma génération, par exemple, on était volontaire pendant 10-15 ans hein, chez MSF, chez Action contre la faim, chez qui vous voulez. Mais votre génération à vous, c'est impossible que ce soit le cas. Ça se verra plus, ça. Donc, vous avez de fortes chances de signer des contrats. Donc, vous allez aller sur du salariat. Le salariat, pareil, si je reste sur du droit français, hein, zut, je passe direct. Non, c'est moi. D'accord. Si je reste sur du droit français, le salariat, ça sera ce qu'on appelle du CDD international ou du contrat à durée déterminée d'usage. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont été intermittents du spectacle, mais c'est exactement les mêmes contrats. C'est-à-dire que c'est un CDD qui n'oblige pas l'employeur à proposer un CDI au bout de 2 CDD, tout simplement. Avec la prime de précarité des 10%, enfin, vous aurez exactement le même statut que si vous aviez signé un CDD ici en France. Et puis, il y a des postes aujourd'hui à l'expatriation qu'on peut trouver en CDI, notamment les postes en capital. Dès que vous allez monter en coordination, il y a des ONG qui font le choix de vous proposer du CDI parce que c'est une formation de vous fidéliser, un moyen de vous fidéliser et un moyen de vous garder et finalement de capitaliser sur vos compétences aussi. Donc, certaines ONG peuvent faire ce choix-là. Et puis sinon, le CDI, vous allez le trouver surtout en siège.
Voilà. J'ai mis les statuts de consultant aussi en bas de ma slide. C'est des statuts qui vous sont proposés par un certain nombre de structures et je pense notamment aux structures onusiennes. Mm. Aujourd'hui, voilà, les contrats sont des contrats de consultants. Alors, regardez bien les tenants et les aboutissants parce que d'une structure à l'autre, si vous passez du HR au Programme alimentaire mondial, on va vous parler de statut de consultant, mais ça ne sera pas du tout les mêmes statuts. Pareil, hein, les structures onusiennes proposent du volontariat, notamment le volontariat des Nations Unies, etc. Le volontaire des Nations Unies, pardon. Pareil, d'une structure à l'autre, il n'est pas traité pareil. Au HCR, ça va être gratuit et au Programme alimentaire mondial, vous allez avoir 1 000 € ou 1 500 € qui vont vous être proposés. Donc ça, c'est des informations que vous devez demander au préalable quand vous vous intéressez aux structures. Voilà un petit peu ce sur quoi on peut vous alerter sur les contrats. Donc, du coup, je profite, petit mot de la fin. Donc, pour vous remercier toutes et tous d'avoir été là avec nous, de nous avoir écoutés. Donc, c'était une première pour nous, un premier Zoom métier en vous avez le droit virtuel. de faire des critiques, hein. Voilà, ce Zoom est le premier qu'on fait en virtuel et nous comptons, la Cité de la Solidarité Internationale et Bioforce, en faire d'autres dans l'avenir sur des métiers plus spécifiques au secteur de la solidarité. Je vous invite à continuer à suivre les actus de la Cité de la Solidarité Internationale pour vous tenir informé des prochains Zooms qui auront lieu, donc toujours en virtuel. Et puis moi aussi, je vous remercie. Je suis très, très frustrée de ne pas vous avoir vu. J'aurais aimé pouvoir échanger avec vous. Mais voilà, j'espère avoir répondu à l'essentiel de vos questions. J'espère que ça vous aidera à avancer dans votre projet. Je suis sûre que vous trouverez d'une façon ou d'une autre quelque chose qui va alimenter vos valeurs parce que si vous êtes là, à mon avis, c'est que vous êtes aussi en recherche de quelque chose qui fasse sens dans votre, j'allais dire presque dans votre vie, hein. Je pense que c'est pas anodin. Donc, je suis sûre que vous allez trouver quelque chose qui va correspondre à vos attentes, à vos appétences, à ce que vous voulez vivre. Baissez pas les bras. Je crois que pour moi, une des grandes qualités de l'humanitaire, c'est aussi la ténacité. Vous verrez que c'est pas un secteur facile. C'est pas le secteur des bisounours non plus, hein, il est rude. Hein. Faut pas croire que parce qu'on fait de l'humanitaire, on se comporte comme des humains ou des humanistes. Parfois, on peut être un peu échaudé. Donc, accrochez-vous, vous verrez qu'il y a une façon de vivre de belles choses et ça va se faire. D'une façon ou d'une autre, ça se fera. Donc, belle route à vous. Prenez bien soin de vous, Covid ou pas Covid. Et puis au plaisir peut-être de vous croiser. Alors, le monde est petit finalement. Ouais.